Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Hey, bon lundi, bonne semaine. Hey, cette semaine, on se voit chez Dixie avec la gang de pirates qui se sont inscrits. Donc, on se voit mercredi soir pour une belle soirée. Ça va être le fun, mon ami Jerry. Et cette semaine, beaucoup de stock. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à vous jaser. Et on va être avec Bob le chef et les gens de Normandin un peu plus tard également. J'ai toujours un sujet. Il y a toujours quelque chose que je lis à un moment donné, puis qui reste dans ma tête, dans le sens que, tu sais, je lis ça 5 secondes, puis après, je sais pas pourquoi, je suis pas en contrôle. Je suis pas en contrôle de ce qui se passe dans ma tête, puis c'est quelque chose qui reste là. Et le sujet du week-end, je ne sais pas c'est quoi le sujet du week-end. Je ne me suis pas vraiment arrêté à ce que c'était quoi le gros sujet du week-end. Mais dans ma tête, à moi, le sujet du week-end, c'est les histoires de logement. OK? Parce que même Valérie Plante a fait une vidéo, là, Montréal va bâtir plus vite, Montréal va bâtir plus vite. Ferme ta boîte, toi. OK? Ferme ta boîte, asti, puis pars des chantiers, puis laisse faire ton asti compte Twitter, puis donne aux promoteurs ce qu'ils veulent. Puis arrêtez de capoter sur toutes les histoires de grinitude, puis de cochonnerie, puis de tout ce que tu veux sur lequel vous perdez votre temps, puis des vélos. Puis... Regarde, là, si c'est ça ta priorité, arrête de l'écrire, puis fais des réunions, puis enlève des étapes, puis des red tape, puis enlève tout ça. Puis ouais, on fait des méga chantiers, puis on part à la course à bâtir des condos, des appartements. Go, 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 go. Les histoires, moi, je suis plus capable. Mais, ce qui est... Parce que là, les journaux nous amènent... Ça me fait rire. Tu sais, je vois des affaires... Je vois Nathalie Collard du blog de la presse, OK? L'ancien journal, là, le blog. Et le blog étudiant. Le blog étudiant, comme dit notre ami Joe. Oui. Elle, c'est l'ex-femme, pour les gens qui ne la situent pas, là, c'est l'ex-femme à Richard Martineau. Donc, c'est des journalistes depuis toujours. Ils ont été à l'école, ils étaient dans une association étudiante, ils faisaient du journalisme, c'est pas tant de... C'est des journalistes depuis toujours. Donc, généralement, un journaliste un peu cave. OK, c'est pas moi qui le dis, là. Il y a plusieurs quotes de personnalités plus importantes que moi qui vont vous le dire. Regarde, il n'y a pas plus cave qu'un journaliste. Je pense que même Pierre Falardeau l'a dit. C'est une collection de cons. Là. C'est un jardin de cons. Mais c'est spécial, pareil, que ces chroniqueurs-là ou ces journalistes-là sont en amour avec le modèle socialiste. Sont en amour avec plein de taxes. Sont en amour avec plein de fonctionnaires, plein de penseux, plein de monde qui travaille dans des tours, mais qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font dans leur journée. Ils sont en amour avec ça. Les autres, ils veulent créer un programme de ci, un programme de... Puis ils sont prêts à payer n'importe quoi pour leur patente, eux autres. Les solutions, c'est des taxes puis des frais. C'est ça. Ils ont une solution, c'est ça. C'est la seule affaire. Puis là, elle se promène, là, puis après une marche. Puis là, elle se rend compte que sa ville est en ruine et que sa ville, c'est une dompe. Donc, sur son compte X, elle prend une photo d'une ruelle où il y a un conteneur qui déborde, puis il est bourré de... C'est un dépotoir à ciel ouvert. Ça. Okay? Elle dit que c'est au métro Jean Talon. Oui, pareil que c'est toujours de même. C'est une dompe, là. Oui, OK. Et elle dit, mais là, c'est Nat. Natco, OK? Natco? C'est ça, c'est Nathalie Collard? Collard. Natco, listen to me, OK? Nat, c'est ton fucking système. C'est ton système. C'est ta fucking shit, OK? That's your fucking shit. C'est ça que vous voulez depuis toujours. Et vous l'avez. C'est votre shit, OK? Là, tu brailles. Mais oui, mais c'est ta shit. OK? Vous remarquez que les endroits où c'est pas votre shit, les endroits, sur l'avortement, sont moins permissifs, sur ci, sont moins permissifs. Ouais, mais Chris, t'arrives là, c'est clean. Tu sais, Nick de Milwaukee était à Indianapolis la semaine passée. Dans l'Indiana, il y a beaucoup de démocrates, mais il y a une place où c'est républicain depuis longtemps, c'est Indianapolis. Ça a-tu rapport avec les chars, ça a-tu rapport avec la course? Je ne sais pas c'est quoi le lien. Mais
Et il dit, premièrement, il faisait 27-28 degrés. Deuxièmement, il dit, la ville est propre. C'est propre, 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 propre. Les autoroutes, c'est coupé. Comme on voit dans le sud, c'est clean. Wow. OK. Quand tu t'en vas dans les places démocrates, c'est la quenouille, c'est du chien dent. Quand je vous le dis, que quand vous regardez comment c'est en rentrant dans la ville, comment les autoroutes sont entretenues, que vous aurez une idée de la shit que vous allez voir en rentrant ou encore de la beauté que vous verrez, vous le voyez avant de rentrer. Ça fait des années, moi, que je parle de ça. Personne ne me prend au sérieux là-dessus. Tout le monde me ridiculise, d'ailleurs. « Ah, toi, les petites histoires d'autoroute. » Ben oui, mais c'est la carte de visite est là. Quand c'est clean, quand c'est bien coupé, quand les lignes sont blanches et droites, quand les autoroutes sont modernes, tu sais que tu rentres dans quelque part de beau. OK? Ben, ici, c'est pas ça, là. Et Natco, c'est ton fucking shit. Mm-hmm. C'est ton modèle, c'est ta patente, là. Et là, ben, t'as le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui font des articles sur du monde qui en arrache. Ça aussi, c'est un autre exemple. Ben oui, mais vous êtes là à montrer du monde qui en arrache et vous étiez où il y a 15 ans pour dénoncer telle taxe qui allait arriver, puis telle gestion, puis telle dépense, puis telle... On est rendu... J'étais où? À part un gars peut-être dans la section économique n'a pas bien. Les autres, on est le bras croisé, on est content, on est fiers. Il y a du monde qui vont dans des médias du Québec, encore aujourd'hui, puis qu'ils se font poser la question. Le thème, c'est avons-nous trop de taxes au Québec? Et t'as un chroniqueur qui est debout, puis il dit non, les Québécois ne sont pas taxés tant que ça, là. Letourneau, le gars de la CSN, avec Gérald Filion à Radio-Canada, là. Donc, cette gang-là, la gang du Journal de Québec, la gang de Radio-Canada, la gang de la presse, ils sont pas mal responsables de tout ce que nous vivons aujourd'hui parce que les politiciens les écoutent. Les politiciens ont peur de la mauvaise manchette. Donc, ils suivent l'agenda médiatique des 25-30 dernières années. Et là, avec ce qu'on a bâti, alors qu'il y avait des Christy de fatigants comme nous autres qui leur disaient « wrong way, ça aussi, ça c'est le mauvais chemin, ça on va aller se péter à la fiole, oh, regardez l'extrême droite avec leurs idées conservatrices, les anti-québécois, etc. » Il n'y a pas une étiquette qu'on n'a pas eue, là. Mais le temps nous donne raison à chaque jour. Et à chaque jour, vous avez des exemples que l'agenda politique des médias et des flambous de politiciens qu'on a au fédéral, au provincial, au municipal, cette gang de flambous-là, qui ont suivi la gang de talking heads des médias, bien, vous nous avez amenés en enfer. En enfer au point où des gens ne sont même plus capables de se loger, OK? Qui vont rester dans leur van. Oui, puis là, vous faites un reportage avec ça, puis vous faites semblant que vous avez dans l'empathie, alors que vous êtes responsable en grande partie de ce qui arrive. On va juste être dans le temps moderne. Dans le temps moderne. Vous savez pourquoi nous vivons. Puis, répondez-moi pas que ailleurs dans le monde, ils ont vécu la même affaire, parce que les endroits qui n'ont pas fait ce qu'on a fait pendant la COVID, ce n'est pas la même inflation. Ce ne sont pas les mêmes problèmes que nous vivons. Les endroits où ce que nous vivons, ils l'ont aussi, c'est parce qu'ils ont utilisé les mêmes moyens depuis 2020 pour combattre une fucking grippe, OK? Et tout ça, là, c'était écrit gros de même et ça flashait que ça allait nous amener vers la misère. Mais on a été ridiculisés, on a été bagnonnés, on a été censurés, on s'est fait... Il n'y a rien qu'on a poursu comme étiquette, OK? On s'est fait traiter de tout et non parce qu'on est en train de vous dire qu'on était en train de réagir comme des caves à une histoire que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et là, aujourd'hui, on en paye le prix et tout le monde est un peu surpris de voir qu'il y a du monde dans la marde. Premièrement, juste vous dire une affaire sur cette dame-là, puis il y en a 2-3 reportages là-dessus. Là. Cette dame-là, juste vous dire, OK, vite. Elle n'a pas de job. OK, elle n'a pas de job. Elle vient de se séparer. C'est quelqu'un qui semble y avoir une mauvaise planification. Ça, là, je comprends que les temps sont difficiles puis les appartements sont trop chers. Là. Ça, je comprends tout ça. Là. Mais les histoires que vous ramassez, là, je veux dire, la fille, ça veut vraiment vivre dans un appartement. Je comprends que l'appartement qu'elle va trouver à 1 200 $, qui va être très laid probablement, et elle va le payer trop cher puis elle va bougonner. Mais il faut qu'elle aille travailler.
Oui. Elle ne peut pas faire de bénévolat. Elle ne peut pas commencer à faire du Uber pour essayer d'arriver. Ça ne marche pas, son affaire. Il y a des gens qui cherchent des bons employés. Il faut qu'elle aille se chercher une job à 20-25$ de l'heure quelque part. Il faut qu'elle se mette à travailler. C'est une adulte, pas une étudiante quand même. Là. Donc, mais je comprends qu'il y a de la misère humaine. Je comprends. C'est juste que les exemples des journaux et des médias sont bizarres. Mais je comprends qu'il y a de la misère. Je sais que la misère existe. Je sais qu'actuellement, les gens vont à l'épicerie et n'achètent pas ce qu'ils ont le goût d'acheter. Ils achètent ce qu'ils peuvent acheter. Et ça, c'est probablement la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. C'est-à-dire de rentrer dans une épicerie et de ne pas prendre ce que tu as le goût parce que tu n'as pas le moyen de te le payer. C'est le pire feeling au monde. OK? Et ça, là, ça a été... On se l'est infligé à nous-mêmes, ça fait encore plus mal. Parce que beaucoup de gens se sont fermés la gueule. Beaucoup de gens, c'est pas ci, c'est pas ça. Et là, je tombe dans mon sujet que je vais vous dire. C'est que dans l'histoire des logements, il y avait en fin de semaine un article sur des propriétaires de logements qui se plaignaient et qui disaient « Ouais, ça commence à être tannant pas mal là, de voir que le monde ne paie plus. » Et là, je suis tombé dans les commentaires. Je suis allé voir sur Facebook. J'ai fait ça hier soir. J'ai décroché en fin de semaine, mais j'ai fait ça hier soir pour préparer pour aujourd'hui. Et j'ai fait ça hier soir un peu avant de me coucher, puis ça m'a resté dans la tête parce que je me suis réveillé souvent cette nuit pour différentes raisons. Puis je me suis dit, calif, les gens, c'était écœurant comment le monde comprenne rien. Ouais, si vous pensez qu'on va avoir de la pitié pour les propriétaires de logements, ils ont juste à baisser le prix, puis ils n'auront pas de problème de monde qui ne paye pas. Premièrement, je peux vous dire une affaire. Pour avoir été propriétaire de logements et de maisons, puis de ce que tu veux, j'en ai eu au Québec, puis j'en ai eu ailleurs dans un autre pays. OK? Vous le laisserez. OK? Allez faire ça. Allez le faire. Bonne chance. Non. OK? Bonne chance. Et si bon. Puis moi, quand je l'ai fait, là, on n'était pas dans une histoire de prix qui était démesuré. On était dans des prix qui étaient corrects. Et comme le gars le dit dans l'article, là, il dit, moi, là, quand je paye toutes mes affaires, là, il me reste 1000$ de gain à la fin du mois. OK? Mettons qu'il y a 10 logements. Ils sont à 1500$ chaque. Si les 10 sont loués, il paye tous ses frais, il reste 1000 à la fin du mois. Moi, je ne peux pas douter de ça. Je l'ai fait. C'est très mince. Dites-vous une affaire. Si c'était crissement payant d'avoir des logements, on aurait tous des logements. On n'aurait pas d'argent dans un REER. On n'aurait pas d'argent en bourse. C'est vrai. On aurait tous des buildings avec 6 puis 12 logements. Si c'était facile, puis si c'était payant, tout le monde aurait des logements. OK? Mais là, personne n'en a. Mais Chris, on peut-tu au moins essayer de comprendre que actuellement, pour les locataires, les gars, ils déboursent. Là. Celui que son parc immobilier est financé encore, là, quand il y a 1 ou 2 locataires qui est là et qui ne paie pas, là, c'est lui qui débourse à la fin du mois. Là. Donc, pensez-vous que lui, il va en bâtir 12 autres? Non. Non. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais, je veux dire, la seule chose pour au moins de comprendre, parce que là, de ce que j'ai pu comprendre dans la tête du monde, le gouvernement, les villes, tout ce qu'on s'est infligé à nous-mêmes depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va rajouter une petite affaire là. On va rajouter une petite ci là. On va rajouter une règle de ça, telle affaire. Hop, on va rajouter une taxe de parc. On va rajouter. Finalement, avant, il y avait 15 gars qui faisaient des blocs appartements. Hop, l'année d'après, il y en a 14. Le gars est tanné. Hop, il y en a 13. Un autre année. Un autre tanné. Ouais, c'est ça. Après ça, il en reste 7. Mm-hmm. Ouais, mais là-dedans, il y en a 2 gros. Ah ouais? Et j'espère qu'ils ne partiront pas non plus, hein? Parce que si les 2 gros arrêtent d'en bâtir, on est dans la merde, pas à peu près. Et là, votre seule solution, c'est il va falloir que le gouvernement arrange la patente. Come on! Le gouvernement, c'est lui. C'est lui le problème. C'est lui qui a créé la marde que nous vivons en ce moment. L'inflation, l'explosion des coûts, les coûts de construction. Ça a été infligé par nous-mêmes avec l'aide des gouvernements et des médias. C'est pas la faute du gars qui bâtit un 6 logements puis qui est obligé de le 6 logements à 1500$ en passant, il n'existe plus. Là. Si vous en bâtissez un, là, le même qui était à 1500, il est à 1750. Là.
1700. Oh, le style propriétaire veut se mettre 250$ dans les poches. Ben, regarde, vous avez le choix. Vous restez cave de même ou vous essayez de comprendre qu'il faut arrêter de voter en innocent. Il faut arrêter de voter pour des Valérie Plante. Il faut arrêter de voter pour la mairesse de Saguenay. Il faut arrêter de voter pour la mairesse pas capable de tenir son mandat à Sherbrooke. De la misère à se rendre. Il faut que je prenne 2 mois de break. Puis, finalement, je ne me rendrai pas. Puis c'est sûr qu'à l'élection, je ne serai pas là. Puis l'autre à Hull. Regarde, arrêtons. Marchand à Québec, pareil. Arrêtons de faire ça. Arrêtons de voter pour des fucking communistes. C'est le communisme qui nous amène à des appartements à prix de fou. C'est pas le communisme qui va vous sauver le cul avec des blocs soviétiques. Ça ne marchera pas, cette affaire-là. Là. Ça va coûter 400 000 $ la porte à bâtir. Vous allez avoir un appartement de marde. Vous ne payerez pas trop cher, mais ça va être bourré de monde bizarre alentour de vous autres. La seule affaire que vous allez rêver de faire, c'est de crisser votre camp de là. Parce qu'il y aura du crime, il y aura un paquet d'affaires. OK? Vous savez comment ça vit. On a plein d'exemples. On a plein d'exemples d'endroits dans le monde que ça a été fait. Toujours dans des places un peu pas mal socialistes, communistes. Et ça marche jamais. OK? Faut comprendre ce qui se passe. Faut comprendre ce qui se passe. Et quand vous écrivez ça, regarde, les gens que j'ai vus écrire des affaires de main, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Bâtissez une bâtisse de 6 logements. OK? Les centaines et centaines de commentaires, le style propriétaire crosseur. Va te prendre un prêt, là. Va t'acheter un terrain. Voilà. Trouve-toi un terrain. Finance ton affaire, là. Yes, mais un peu avant. Va chercher tes permis. Ah, d'après tes permis. OK? Oui. Va chercher tes permis. Oui. Ensuite, va négocier avec un entrepreneur le prix. Essaye de passer à travers la construction chaque fois qu'il va t'appeler pour une mauvaise surprise. Une fois que c'est fait, essaye de rentrer du monde dedans. Calcule ton prix. Finalement, je pensais de le faire à 1400. Ouais, mais si tu le fais à 1400, tu vas perdre 2000 par mois. Ouais, OK. Donc, il va être à 1800? Oui, il faut qu'il soit à 1800. Oh, OK. Donc, il y a quelqu'un qui rentre. Ouais, il est beau l'appartement, combien? 1800? Ah, j'ai juste 1500. Finalement, il y en a d'autres qui vont rentrer. Ils vont faire à quoi qu'ils l'ont 1800? Ils vont te payer le premier mois, le deuxième, le troisième, le quatrième. Finalement, le cinquième, il ne paye pas ton argent. Il ne payera pas le cinquième, il ne payera pas le sixième, il ne payera pas le septième. Et dans tes 6, tu vas en avoir 3 de même. OK? Vous mettrez le bilan de votre première année ça à table en avant de nous autres. J'ai hâte de voir combien riche vous allez être. Il faut, pour voter, là, faut comprendre des affaires de base de même. Il faut comprendre des affaires comme ça. Sinon, je vois le vert. Comment on fait pour voter? Tu sais, je veux dire, actuellement, on a un premier ministre qui monte les taxes. Puis, savez-vous quoi? Beaucoup de monde je parle du premier ministre canadien, beaucoup de monde ont embarqué là-dedans. Là. Ben, là, on le sait pourquoi. Il l'a dit lui-même dans une vidéo. Il veut monter les taxes pour dégarnir les personnes âgées, pour le donner aux plus jeunes. Hein? Trudeau a dit ça? Oui. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il va me faire entendre la vidéo. Tu vas capoter. Oh, oui. Donc, si on veut comprendre toutes ces passes-là, il faut avoir un minimum de compréhension de l'économie joie le vert. Je disais à ma blonde, hier, j'ai dit, c'est incroyable. On a passé 15 ans de notre vie minimum à l'école. C'est tout ça, 15 ans? 7 ans, plus 5. Oui, c'est ça. Puis je mets-tu un cégep à tout le monde? Mets le cégep à tout le monde. OK, mets le cégep à tout le monde. Donc, c'est quand même de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est bien 15 ans, ça. Et Chris, tu lis les commentaires sur des choses aussi basiques que bâtir un bloc, le louer, puis pas avoir du monde qui paye. Puis le monde ne suit pas l'histoire. Tu te dis, mais Chris, on n'est pas éduqués. On est des fucking dummies. On n'est pas juste daumiens, on est des fucking dummies. Ah non, c'était peurant. Le monde voit la mairesse de Montréal avec un casse-rose sur la tête, puis ils disent « Ah, là, elle s'occupe du logement. Là, ça veut dire, là, elle s'en est pas... La ville de Montréal a bloqué des projets pendant des décennies. Là. Avoir des permis, c'est compliqué. Il y avait plein de projets. Là, soudainement, elle se met un casse-rose sur la tête.
soudainement, elle dit que là, il faut construire. Ben, elle pense plus à son look que de bâtir des affaires pour vrai. Là. Oh. Ça me prend un casque de la même couleur que mon manteau. Que mon manteau. Puis ça me prend des petites bottes aussi, talons hauts, même couleur. Tu sais, le film Barbie, là, c'est un film. Là. Oui, c'est ça l'affaire, c'est un film. C'est un film, ça. Oui, c'est... You can. Ouais, un petit cours d'économie, là. Un vrai cours d'économie, ça fait pas de tort. Hey, mon nom est Jeff Fillion, voilà, c'est parti pour le lundi sur le live. On a plus de stock encore. Beaucoup de gros sujets aujourd'hui. Sur la version Prime, si vous voulez vous inscrire et être avec nous, toute la gang, pendant 4 heures ou à peu près, ben vous allez vous inscrire sur radiopirate.com. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jeff, dans son sous-sol, Jeff? avec ma gang. Yann Sénéchal est stand-by dans les prochaines minutes. On a Bob le chef également. Pour les gens qui aiment jaser de bouffe de manière simple. Parce qu'il y a beaucoup de... Écoute, regarde, j'ai Jerry avec moi. Donc, la bouffe, c'est toujours un peu... ça peut être un sujet où on perd le monde un peu parce que c'est trop complexe. Ça prend quasiment un cours culinaire pour être capable de suivre quelques-uns des gens qui nous ont essayé de nous vendre la bouffe. Et le succès de Bob le chef, c'est... La simplicité. La simplicité, malgré le fait que c'est un gars qui a eu une carrière dans de grands restaurants. Il a réussi sur les réseaux sociaux avec toutes sortes de participation à des émissions à être un chef qui rend la bouffe simple et pas de stress. Ben, moi, je me rappelle que, à un moment donné, je me suis rappelé de ça hier, que c'est possiblement le premier chef que j'ai vu sur le web québécois, même international. Là. À un moment donné, j'ai dit, OK, il y a un chef sur le web. Là, ça date de je ne sais pas comment, l'année où il a commencé. Ça date quasiment de 20 ans. Là. Exact. Donc, Bob le chef avec les gens de Normandin, nos amis de Normandin, va être avec nous autres tantôt dans le live et le Prime. Et pour commencer, on a la première boîte de la semaine avec notre chum Jerry. On commence par quoi, Jerry? On n'a pas besoin de pont. Un nouveau pont au Québec, on n'a pas de besoin. Hey, veux-tu que je t'en parle? Je suis allé jouer à Tempête samedi. Arrête. Et au Étais-tu retour... dans le bouchon? Parce que habituellement, je joue à la Tempête très, très tôt le matin. Mais là, vu que c'est le début de saison, le terrain ouvre un peu plus tard. Donc, j'ai fini vers 10 heures. OK? Habituellement, je finis vers 9 heures. 9 heures moins quart, dépendamment. Là, ce que j'ai compris, c'est des gens qui entraient à Québec. Voilà. Donc, moi, j'arrive de... L'autoroute de la Beauce, en fin de compte. Moi, c'est ça. Je suis à 73. Mais tu sais, je veux dire, je suis à la fin de la 73. Quand t'es à... Quand t'es... Voyons, j'oublie la place où ce qui est la tempête. On est rendu qu'on dit Lévis, mais c'est Bréquéville. Donc, t'es à Bréquéville. Puis là, j'embarque sur l'autoroute. Boum! C'est déjà arrêté. T'as vu? Wow. Je sais ce qui se passe là. Il était quelle heure? Il était 10 heures le matin. Hey! J'ai quand même un bout. My God. Donc, j'ai réussi à faire une couple de petites passe-passe pour me rapprocher, mais ça m'a pris 45 minutes de traverser. Là. Donc, et ça, c'était le matin. Oui. Parce qu'ils ont fermé le pont de Québec pendant la nuit. Ils ont fermé pendant 2 jours. Pendant 2 jours de temps. Mais l'autre fin de semaine aussi, ils l'ont fait. Ah oui. Donc, on va dire de quoi c'est pas le fun. Là. Et un lien, ça peut pas fonctionner. 2 liens, c'est rien que juste. Un lien, ça peut pas fonctionner. Là. C'était 12 kilomètres. En fin de journée. Non, c'est Jeff. En fin de journée, c'était bumper à bumper arrêté sur 12 kilomètres. Alors, moi, je serais pas capable. Après, les politicos vont dire, ouais, mais là, il y a des études de transport. Regarde, en bon québécois, ils peuvent aller chier, OK? Sérieux, là? Les études de transport, tu en as eu une en fin de semaine. Tu viens de l'avoir, ton étude. Parce que si le rack à gosse, à un moment donné, lui qui est pourri, lui qui a 100 ans, là, à un moment donné, là, il y a une fin utile à quelque chose. Mais comment on va faire avec un pont 2 voies gros comme un rien dans une place où il n'y a pas d'eau qui va coûter 2,7 milliards? Comment on va faire pour bâtir toutes ces affaires-là, des montants astronomiques de même? On est pauvres. On est une des sociétés les plus pauvres en Amérique. Comment on va faire pour continuer de payer tout ce qu'on paye plus cher que n'importe où ailleurs dans le monde? Le pont qui s'est fait bumper par un devant de bateau, là. T'entends-tu que c'est un genre de pont
route aussi, en fait, ce pont-là, Oui, à Baltimore. oui. Ben, c'est un pont d'autoroute, là. C'est un pont d'autoroute, là. Oui. C'est la 695. Voilà. Mais ceux qui vont faire ce pont-là, je ne sais pas c'est quoi le montant. Bon, on a eu toutes sortes de montants. Là. On a eu du 500 millions, on a eu du 800 millions, il y a eu du 2 milliards. Mais ceux qui vont faire ce pont-là, ils viendront le faire le nôtre. Oui. J'ai hâte de voir le montant final là, de cette affaire-là. Là. Ben, je suis certain que ça va être moins cher que si nous autres, on le fait nous autres mêmes. C'est clair. C'est clair que oui. Mais j'ai eu une réflexion. Quand j'étais dans arrêté de jammer, là, j'ai pensé aux enfants de chiennes de politiciens puis d'influenceurs montréalais du plateau. Je parle pas du monde, mais le monde. Oui, aussi le monde. OK, oui, aussi le monde, parce que le monde finisse par écouter Radio-Canada et TVA puis ils répètent leurs esti niaiseries. Là. Ben, j'ai pensé à vous autres. Puis, dans ma tête, je vous ai fait un gros fuck you. OK? Mêlez-vous de vos affaires. Moi, là, si ça vous prend un pont de plus à Sherbrooke, si ça vous prend un pont de plus à Gatineau, on l'a pas à le vivre à tous les jours. moi, je n'ai pas à m'occuper de ça. Je ne vis pas là, moi. C'est ça. OK? C'est les gens de la place qui savent ce qu'ils ont besoin. Mais là, ce projet-là a été annulé à cause de la pression médiatique des médias montréalais, des bobos montréalais, de la gang de gauchistes écolos montréalais. Ben, j'ai eu une petite pensée pour eux autres, puis c'était un gros FU dans ma tête que j'avais pour eux autres. Mais il faut arrêter ça. T'sais, les gens de Saguenay, on n'aurait pas dû décider pour eux autres si le projet GNL était bon ou mauvais pour eux autres. C'est encore une fois la gang de Montréal qui ont tué ce projet-là. Les gens du Saguenay étaient pour, et on aurait pu dépanner les gens de l'Europe cet hiver si on avait commencé le projet dans le bon temps. Donc, on aurait aidé du même coup avec le drame qui est arrivé avec l'histoire de l'Ukraine puis du pipeline entre l'Allemagne et la Russie. Donc, on aurait pu faire ça, là. On aurait pu enrichir une région, on aurait pu faire travailler des soudeurs, on aurait pu... Mais les Montréalais ont décidé que non. Quand est-ce qu'on va apprendre? Tu sais, moi, là, vous avez une sou à cochon. Gérez votre sou à cochon. Puis je parle pas à tout le monde, là. Tu sais, les pirates de Montréal, vous êtes extraordinaires parce que vous vivez avec une gang de bobos alentour de vous autres. Vous avez réussi à rester ce que vous êtes, c'est-à-dire du vrai monde. Des vrais de vrais pirates. Vous êtes salués. Mais toutes les autres, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, occupez-vous de votre dompe puis laissez le monde ailleurs s'occuper de leurs bebelles et de leurs besoins. Vous n'avez pas d'affaires dans le dossier du tramway. Vous avez pas... Comme nous, on n'a pas d'affaires dans votre histoire de REM. Ah, mais c'est payé par la caisse de dépôt. Peut-être. Mais à part de ça, à part comment c'est payé, le reste, pas de mes crises d'affaires. OK? C'est un projet pour les gens qui vivent dans la région de Montréal. C'est à vous de soit gagner avec ou encore rentrer dans le mur c'est avec. Ça. Mais faut que ce soit la même chose, là. Imagine-toi que si le projet, mettons, il avait parti il y a quelques années, le pont Champlain, ça a pris 4 ans. On serait sur le bord de l'ouvrir, le nouveau pont, là, pour vrai. Là, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine. Là, il serait construit, ce pont-là, avec une sortie sur l'île d'Orléans. Tu pars de la route L'Allemand en haut, au niveau de la 20, puis tu te rends du frein Montmorency, ça arrive nord. Goodbye, tout est réglé. Le pont de l'île est réglé, tout est fait. 2025, il sera ouvert. Oui. Crossage. Non, Qui n'en finit plus. Là, le monde sont pognés dans un bouchon de 10 km de long. 12. Ouais. Hey, mais le plus drôle, c'est que TVA Québécois disait dans un texte en fin de journée, dans leurs médias, ils ont écrit Pont de Québec fermé, fluidité quasi normale à Québec sur le pont Laporte. T'es sérieux, là? Sérieux, il y a des images de ça, là. Ah, la sorte épouvantable. Et en même temps, Radio-Canada faisait un texte en disant que le pont, il y avait une file d'attente de 12 km de long pour rentrer à Québec. Mais ça, c'est 12 km sur la 20. Oui, c'est ça. On n'est pas en train de parler de la... Ça, c'est la 20 en arrivant de Montréal. On n'est pas en train de parler de la 20 vers Lévis. On n'est pas en train de parler de la 73. Où c'était... Écoute, à 10 h le matin, c'était jamais sur... C'était jamais sur 3 km. Ça ne pouvait pas être jamais sur 4, 5, 6 en fin de journée, c'est clair. Donc, imaginez-vous comment c'était le bordel. Et Québécois ont essayé de faire à croire que tout se passait bien en fin de semaine. C'est incroyable. Quand on parle de fucking fake news, c'est pas possible. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry?
Post Canada, Qu'est-ce qu'il y a avec Post Canada? l'année passée, en 2023, ils ont fait 748 millions dans le trou. OK, je pensais que tu allais me dire de profit. Je me suis dit, Non. 748 millions dans le trou l'année passée. Mais c'est 200 millions de plus qu'en 2022. Wow! Autrement dit, si on regarde le pace, là, possiblement d'ici 2-3 ans. On devrait 4 envoyer ans, notre courrier par Spotify. Pas Spotify, par Amazon. dans 2-3-4 ans, on va avoir 1 milliard de déficit. Oh, oui, c'est sûr. On s'enligne là-dessus. Là. Parce que le nombre de. L'affaire, c'est que Post Canada, en ce moment, il commence les négociations avec les 68 000 employés. Wow! Il y a du monde. Il y a du monde dans la patente. Ben, l'affaire, c'est J'ai qu'en la misère. 20 ans. Est-ce qu'ils passent la poste à chaque jour? Oui. Ben ça marche pas. Là. Ben voilà, c'est ça l'histoire. Tu sais, moi, je vais même. On va à boîte aux lettres une fois par semaine. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'aller là tous les jours. Là. Il y a un prof, là, je pense que c'est le Sprott Business School, je sais pas trop, je pense que c'est dans des maritimes. Là. Lui, il dit que il faut absolument que là, qu'on repense le système postal canadien de A à Z. Parce que il va sauter. Parce qu'à un moment donné, Ben ça c'est a sûr. une crise de sens. À un moment donné, ça va être des déficits astronomiques. C'est déjà épeurant, là. Mais lui, il dit qu'il faut absolument, justement, mais là, tu parles. Passer 2 fois par semaine. Tu viens de le dire. 2 fois par semaine. Passer à tous les jours, ça ne marche pas. On devrait passer. Hey, aux États, c'est pire. C'est 6 jours. Le samedi, il passe. Il passe aussi, il peut aller dans le trou, ça. Tabarnache. USPS, là. Oui. Oublie ça, là. En 20 ans, OK, depuis 20 ans, là, OK, le nombre de pièces, le nombre de courriers de pièces a diminué de la moitié. Bon, ben là. Mais Tu l'as ta réponse? il y a plus, autrement dit, il y a plus d'adresses. Tu sais, il y a plus de places à rejoindre. Fait que là, ils disent, ouais, il y a moins de courriers, oui, mais il y a plus de places à rejoindre. Savais-tu qu'en UK puis en Australie, ils ont, c'est ce que j'ai lu, ils ont privatisé une partie des postes. Donc, Voilà. un genre de. Ils doivent avoir un genre de deal, eux autres, Non, avec le des. privé, c'est mal. Mais moi, le gars qui me Le livre mes privé. paquets Amazon, le gars, il a une petite vanne blanche, là, qui me livre mon stock Amazon. Oui, Intelcom. Il est correct, lui. Oui, correct, lui. Oui. Il n'y a pas besoin de... Il passe 2 fois par jour dans la rue, ici. Je suis dans le bois, là. Ben oui, T'sais. c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On s'entend que Post Canada, c'est un gouvernement. Là. C'est Ben un oui. gouvernement. Là, il commence les négociations. 2 fois semaine. Oui. 2 fois semaine. Tu n'as pas besoin de passer plus que ça. 2 fois semaine. C'est tout. Mais 5 fois semaine, c'est de la folie, là. Mais si tu fais 2 fois semaine, il y a peut-être trop d'employés. Là. Ben, c'est sûr que oui, il y a trop Ah, d'employés. et là, l'histoire aussi. Ben oui, tous ceux qui partent à la retraite, t'échanges pas. Merci, ça. bonsoir. T'es remplaces pas. Là. Hey, la base de Bagotville, toi, tu connais bien la place? Ben oui. Ma soeur travaille là. L'affaire, c'est qu'il va y avoir une étude de la défense nationale parce que d'ici quelques années, là, c'est les F-18, ça va être goodbye. Et là, on va avoir les nouveaux F-35. Yes. Mais les F-35 qui font plus de bruit. Oui. Ouais, mais sais-tu quoi? Quand tu m'as mis le texte ce matin, on a eu la même histoire quand les F-18 sont arrivés. OK? Quand on est passé des vaudous aux F-18 dans les années 80, je me rappelle comme c'était hier, il y avait le même débat. Là. À un moment donné. Mais la fois, c'est que les maisons, il va falloir qu'ils insonorisent plus les maisons. Je pense qu'ils ont des vitres spéciales, là, ces maisons-là. Ils ont un genre de vitres particulières. Là. Donc, le rond autour de la base, ben, il va y avoir plusieurs maisons qu'il va falloir qu'ils soient genre insonorisées avec des nouvelles Vous fenêtres. êtes alentour de la base militaire de Bagotville. Là. Puisque 36 des nouveaux appareils, il va en avoir 88 bolides, il va en avoir 36 à Bagotte. Oui. Wow. Donc, ça va lever puis ça va atterrir. Là. C'est une des choses que je m'ennuie du Saguenay. Je m'ennuie d'entendre les avions. Je m'ennuie d'entendre les... Je m'ennuie de tout ça. Hey, moi, je m'en allais en vélo. J'étais loin, là. C'est Chicoutimi-Nord, au bout de la Terrière, au bout de la piste.
Donc, la Terrière, la baie, là, dans le coin, me disait de quoi c'est une méchante rail. Des fois, on y allait en vélo, on partait le matin. Bon, là, on savait qu'il y avait plusieurs vols parce qu'on avait des contacts. On les laissait s'installer pour les voir relever au bout de la patente parce qu'on savait que le vent était du bon bord. Fallait-tu être maniaque? Carlos de Punisher a vu les Blue Angels en fin de semaine à Vero Beach. Il donnait un show ou c'était juste de la pratique? Il donnait un show. Il donnait un show. Il pratique à Pensacola, donc plus au nord, dans le Panhandle en haut. Là. Leur base est là. Mais à Vero, c'est un show. Il y a un festival aérien tous les ans. Puis habituellement, les Blue Angels sont pas mal là tout le temps. Donc, des images qu'on a vues, je pense que tu as vues dans le channel. C'est un show écœurant. C'est un des meilleurs shows d'avion qu'il n'y a pas. Snowbirds écœurant. Beaucoup de bonnes équipes. Mais les Blue Angels, il y a quelque chose là-dedans de magique avec les Blue Angels. Surtout depuis qu'ils ont les F-18 Super Hornets. Une dernière vite pour le live. On va continuer sur le Prime dans la boîte. Yes. Amgen. A-M-G-E-N. C'est un nom c'est le nom d'une compagnie pharmaceutique. Amgen, c'est... OK. Dans les grosses pharmas américaines, il y a des grosses pharmas britanniques, il y en a partout. Mais les grosses pharmas américaines, tu as Lilly Eli, tu as AbbVie, tu as Merck, tu as Johnson & Johnson. Et Amgen en fait partie. Moins connu que les autres, mais Amgen, c'est... La grosseur de la compagnie, ça équivaut à Pfizer. C'est ça. Je parle, la valeur boursière des deux compagnies sont à peu près égales. Il y a une nouvelle. C'est une nouvelle de boursicotage, mais c'est une nouvelle qui va changer peut-être beaucoup de choses dans l'avenir. La nouvelle est sortie vendredi après-midi. C'est que Amgen, le boss, dans une entrevue, là, puisqu'il y avait des résultats financiers, il jase. Le boss s'est dit le duopole, là, le duopole, c'est Novo Nordisk avec Ozempic puis Wegovy et Lilly Eli avec Mounjaro et Zepbound. C'est les deux multinationales qui chicanent pour la piqûre de bédaine. Mais là, Amgen, le boss, il vient de dire qu'eux autres, ils s'en viennent avec le médicament qui va possiblement rentrer sur le marché. Ils vont rentrer contre Ozempic et Mounjaro. C'est énorme, la nouvelle. Amgen a pris 12% à bourse. Là. C'est pas rien. Là. C'est pas, pour une compagnie de cette grosseur-là, c'est pas rien. Donc, eux autres, ils s'ostinaient. C'est une nouvelle de boursicotage, mais ça a de l'importance. Parce que le duopole, là, Novo Nordisk et Lilly, les autres, ils disaient il y a plein de petites pharmas qui travaillent sur des produits compétiteurs. Mais c'est des petits. C'est des petits. On s'en calisse des petits. Mais Amgen, c'est pas un petit. Amgen, c'est un gros. Donc, eux autres, Amgen, ils travaillaient sur une pilule. À la place de te piquer à bedaine, tu prenais une pilule. Là, ils ont enlevé ça, puis ils veulent avoir la piqûre comme les autres. Donc, Amgen, phase 3, c'est la nouvelle de vendredi et de la fin de semaine sur le boursicotage. Donc, à place d'avoir 2 gros, il va en avoir possiblement 3 gros. Le piquage de bedaine fait juste commencer. Je vous l'ai dit, à watcher Amgen. Alors que, pas besoin de ça. Moi, je suis rendu à 12, Jerry. Mais c'est incroyable. 12. Et c'est simple. Des œufs le matin, une salade avec du thon le midi. Je mange plus de dessert. Je mange pas... je ne pas gros mangeur de dessert, mais je mange plus de sucre. Je mange plus de chips, de collation de même. Oh, et je me prends un bon repas le soir et je me prive 0 le soir. Mais je fais juste attention le matin et le midi, puis je grignote pas de cochonnerie. Il n'y a pas de peanuts, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de... rien de ça. Et j'ai perdu 12. Puis, pas d'effet secondaire, là, dans le sens que là, j'en entends des affaires sur la il y a des effets secondaires. T'as envie d'aller à la toilette souvent. C'est ça, il y en a qui ont des problèmes avec le cheveu. Il y en a qui ont aussi, il y en a qui ont le goût. Moi, je trouve que c'est cher payé pour maigrir. Je dis ça de même. Hey, voilà pour la section live. On a Yann Sénéchal qui est stand-by avec nous autres pour la gang du live. Hey, plus de boîtes avec Jerry. De boîtes. Si vous êtes sur la version Prime, hey, on est stand-by pour Bob le chef. Et on a Yann Sénéchal un peu plus tard.
Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Le chum Denis Guérin du Normandin qui vient nous jaser régulièrement de restauration, du Normandin aussi, puis des recettes, des patentes. Le grand chef s'est associé avec un autre chef, Bob le chef, que à peu près tout le monde connaît au Québec. Parce qu'elle m'a dit, comme ma blonde dit, elle dit, je pense que Bob, c'était le premier, un peu comme Mr. White a dit. Oui. C'est un des premiers vraiment qu'on a vu sur le web, qui a utilisé le web quasiment, pas dire précurseur, mais t'as été d'un vite. Là. 2005, première capsule Quand même. avant YouTube et avant les têtes à claques. OK, ben, je vais dire précurseur. OK, on peut dire précurseur. 2005, on n'était pas nombreux sur le web. Il n'y avait pas grand monde. Moi, j'étais là. T'étais là. On peut dire qu'il n'y a pas grand monde qui croyait à ça au début. Denis, ça va bien? Oui, très bien, très bien. Tu en shape? Ben, toujours en shape. Tu cours ça encore en malade? Malade. Encore? Hey, d'ailleurs, Flash, je te parle tantôt. OK. J'ai parti un groupe de course en 2014, le OK. 2 juin, puis le 3 juin, on fête le 10e anniversaire. Oh, C'est c'est que bon. ça des pirates là, qui sont coureurs. Oui. Centre genre de- administratif Normandin, OK. à tous les lundis, à 17h45, tous les lundis. Et vous courez combien de temps? Oh, ça dépend. Le monde font 5, 6, 8, 10, 12 km. Ça OK. dépend. Puis tu sais, tu cours avec qui tu veux. Là. OK. Fait que, Donc, c'est un petit club de fun. Oui. Il y a des gens, des fois, qui aiment ça courir en club. Jerry était un de ceux-là dans le temps quand il courait. Dans le temps que j'étais petit. dans le temps. Toi, mon ami Bob, raconte un peu ton histoire. Là. Raconte un peu. Donc, 2005, Port La Patente. Absolument. Puis, depuis ce temps-là, tu as travaillé dans les... Quel restaurant tu as travaillé? Parce que tu as travaillé dans des gros restaurants. Ouais, moi, je suis un vrai Montréalais fan de Jeff Fillion. Ça, c'est quelque chose de rare. plateau, On mon- entend, c'est... Du plateau, en Oui, plus. oui, oui. Du plateau. Et écoute, après les THQ, tu sais, à l'époque, je voulais pas devenir comme une vedette du web. Ça n'existait pas. Anyway, ce Non. métier-là en 1999. Fait que j'ai commencé dans des restaurants. J'avais déjà travaillé dans des restos familiales. J'ai commencé chez Giorgio à 15 ans. Oh! Mon père avait un casse-croûte dans le plateau Mont-Royal. Fait que j'étais là à cette époque-là aussi. Giorgio, ça nous rappelle des brosses un peu quand on était plus jeune, on était à Montréal. On tamisait les lumières à Ben oui. 19h. Ben oui. C'était ça le slogan. Ben oui. La restauration a fait du chemin depuis. Puis après les THQ, je travaillais des bonnes places à Montréal. Le Méditerranéo, entre Ouais. autres, qui est un très bon restaurant. J'étais chef au restaurant Misto dans le plateau pendant une dizaine d'années, qui est un restaurant italien très connu. À l'époque. Puis, écoute, depuis presque 10 ans, je vole de mes ailes, site web, des différents projets, comme je t'ai amené des bouteilles de vin aujourd'hui, le barbecue à Bob, télévision, je fais encore 3-2-1 barbecue avec mon chum Hugo Girard, arrive en campagne. Parce que toi, notre ami Hugo est en shape? Hugo, il est top shape. Il est toujours aussi... oui. Il est toujours aussi costaud. Oui, parfait. Ouais. Parfait. Oui, j'avais un bon hit avec ça, hein? Oui, ça se passe vraiment bien. Écoute, c'est rare des shows. Mais qui aurait dit un jour que Hugo allait devenir une star de TV? Tu sais, Hugo, je me rappelle avant qu'il soit connu par tout le monde. On connaissait Hugo de par ses compétitions, puis il venait... Ouais, tu parles un petit peu comme ça. Puis le gars, il est bon à TV, il est attachant à TV. Il est vraiment attachant, il est le fun à travailler avec. Puis c'est fou parce que moi j'ai vraiment passé une audition pour travailler avec lui. Puis je suis pas bon des auditions. Puis quand l'audition a fini, je me souviens, j'avais dit à mon agent, qui est mon meilleur chum d'enfance, j'ai dit, écoute... ça va pas marcher. Ça marchera pas. Puis ils nous ont appelé 2 mois plus tard, puis comme Hugo, t'as adoré. OK. Puis on est tout de suite devenus chum. Puis encore, là, des fois, on tourne pas pendant un an de temps, puis on s'arrange pour au moins souper une fois dans l'année ensemble. OK, là. OK. Puis ouais. Puis là, donc, tu as fait ça. Ensuite, comme tu disais, les vins sont disponibles dans les épiceries. Dans les épiceries. Ouais. Donc, c'est un vin grand public, mais toi, tu dis, j'ai trouvé un bon produit en France, quelque part. Ben, c'est ça. Je travaille avec une belle gang à Montréal qui, eux, ils ont un réseau de vignerons en Europe. Fait qu'on fait un appel d'offres. On dit, nous autres, on veut faire un cabernet. Puis c'est vraiment moi qui choisis ce qui est dans la bouteille. C'est moi qui choisis les cépages. Tu sais, je dis souvent... C'est du Cabernet, le roux? on a un cabernet Merlot ici. OK, c'est un montage. De la parfait. France, ouais. C'est nice. On a un chardonnay italien aussi Ah, qui est ouais. très sec, très froid là, l'été. C'est un bon vin de Donc, on peut s'en piscine. servir dans la
bouffe aussi. Absolument. Yes. Oui. Quand- Puis c'est ça, j'ai trouvé la façon de faire un produit de qualité. Puis moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, le brand Bob le Chef, si je faisais un Châteauneuf du Pape puis je le vendais 15$, les snobs de vin ne l'achèteraient pas. Mais en faisant un beau vin entrée de gamme à un prix raisonnable à l'épicerie, il est 14$ en épicerie, mais il y a tout le temps des bannières qui l'ont en spécial. Là. On dit de magasiner ces temps-ci, on peut trouver à... Un genre d'une pièce de moins ou deux. hein. Exactement. Même là, à fin mai, je fais une promo avec Fireburns. Là, où, si tu achètes 2 bouteilles, tu vas avoir une bouteille de sauce barbecue. Fait que, je travaille avec des compagnies de Québec. C'est avec la bonne gang. Oui, c'est avec Fireburns, c'est avec la bonne gang. Parce qu'à la base, là, Bob le chef, là, l'esprit Bob le chef, là, c'est la cuisine pas compliquée. C'est ça. Exactement. Parce que tu as un de tes livres là, qui s'appelle L'anarchie culinaire. Ouais. Là. Ben, moi, je suis cuisinier. C'est mon métier. Moi, j'ai étudié là-dedans. Là. C'est ma vraie job avant de faire de la radio. Là. Moi, j'ai étudié comme toi. Là. Puis, restaurant de pizza par la suite. Là, pardon. Mais quand les gens viennent chez nous, moi, j'ai pas de chaudron. Moi, j'ai pas grand-chose pour cuisiner. Mais c'est drôle parce que toi, c'est un peu pareil dans le sens que tu peux faire des miracles avec pas grand-chose. Tu peux faire de la bonne bouffe pour pas cher. Mais c'est ça l'esprit Bob le Chef. T'es pas obligé d'avoir les armoires pleines de gamelles puis plein de patentes à pu finir. Tu peux faire de la bonne bouffe avec pas grand-chose. Ben, C'est l'esprit que tu as. Ça vient vraiment de là. Puis il faut revenir en 2005. En 2005, il y a la Distasio à TV, puis Jean-Daniel Vézina, que j'aime beaucoup, qui ont des shows de TV, mais qui prennent beaucoup des produits spécialisés. T'sais, ils vont prendre un vinaigre de poire vieilli de 20 ans qui se trouve dans un seul commerce. Fait que, tu sais, moi, je me dis, imagine si tu viens de Passepébiac. OK? C'est long, maudit, faire Passepébiac, marcher Jean Talon le samedi pour acheter un vinaigre de poire. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui se trouve à l'épicerie? Mais c'est surtout aussi que ça stresse 95% des gens qui sont pas à ce niveau-là pour faire de la bouffe. Oui, ils décrochent. Oui. Tu sais, quand c'est. OK, ça, c'est pour l'élite. Tu comprends? Ouais. C'est comme pour les capotés, ceux qui font vraiment. Alors que c'est pas ça. Souvent, le but, c'est d'essayer de rendre ça le plus grand public possible, que tout le monde soit capable de le faire. Facile. Ben, l'expression que j'ai souvent utilisée, c'est « il faut marcher avant de courir ». Puis moi, je le disais, moi, j'espère de t'apprendre les bases de la cuisine, comment couper une carotte comme du monde. Puis je le souhaite que tu finisses avec un livre à Daniel Vézina puis que tu fasses un foie gras avec une compote de kumquat caramélisée. C'est ça le but, là. Mais il faut que tu commences en quelque part. Puis, tu sais, si tu réussis bien une recette simple, ben moi, je pense que ça va t'encourager justement à continuer puis à t'intéresser là-dedans. Puis c'est important. Je veux dire, moi, je mets du suprême dans mon char, mais il faut que j'en mette dans mon corps aussi. C'est important de bien s'alimenter nous-mêmes. Toutes les réseaux sociaux ont fait ça. Là. Je veux dire, au niveau partout, là, je veux dire, surtout l'arrivée des TikTok puis des Reels puis des affaires-là où c'est très short. Ils ont comme... Je pense que tout le monde a simplifié un peu la manière de faire la bouffe, mais c'est un peu ce qui pogne. D'ailleurs, la quantité de gens qui en font maintenant. Tu t'es adapté comment à ça quand tu as vu que, là, on n'était plus juste sur Instagram avec ou encore avec une vidéo YouTube. Quand est arrivé TikTok, puis que Facebook a réagi avec Reel, est-ce que toi, tu as réadapté aussi ta manière ou tu étais déjà là? Je fais un petit peu de TikTok, mais pas tant que ça. Pas tant que pour ça? Vrai, écoute, il y a des kids qui sont vraiment talentueux. Puis, tu sais, moi, je suis tout pour laisser un peu la place à relève aussi. Il faut que tu saches où tu te positionnes dans tout ça. Je veux dire, moi, je suis très chanceux. J'ai un crowd fidèle qui m'a suivi. J'ai encore mon site web, boblechef.com, qui a 1 millier de recettes dessus. On a quasiment 1 million de visiteurs uniques par mois qui vont là-dessus. Wow, c'est hot. Tu sais, fait qu'on roule bien avec ça. Je fais de la TV, j'ai la chance d'avoir une belle carrière dans les médias. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu... peux pas te faire. Ben, c'est ça. Il faut que je sois partout. Non. Puis justement, il y a des kids qui font des affaires absolument géniales. Des kids québécois là, qui sont connus internationalement là, à faire des vidéos d'extrême qualité. Puis, comme n'importe quoi, on le sait, si tu veux faire quelque chose comme du monde, ça prend du temps. Puis faire des TikTok, moi, je me souviens quand ça a commencé, je disais, tu sais, fin de la pandémie, j'ai du temps de lousse, m'en essayer d'en faire. C'est de la job en maudit. C'est de la job. Là. Oui. C'est, créateur, c'est de la job. Là. Puis si tu veux être dans l'algorithme, il faut t'en faire à tous les jours. Ouais. Fait que c'est ça. Il faut savoir. Denis, il faut que tu me comptes comment vous et la gang du Normandin, parce que je sais que Jean est avec toi ici, mais tu vas me raconter comment vous avez pensé à ça. D'abord, est-ce que c'est votre première fois que vous vous associez avec un chef externe? Il me semble que je n'ai pas de souvenir de ça.
C'est pas la première fois. Par contre, les autres fois, c'était les chefs n'étaient pas en avant-plan. OK. C'était des gens qui venaient m'aider. On travaillait en équipe. OK, mais pareil. on le savait pas trop. Non, C'est ça. Non, OK. non. C'est la Non. première fois qu'on s'est associé avec un chef qui est en même temps le porte-parole, mais qui est aussi un chef créateur. Ouais. Puis, tu sais, une des raisons, je ne veux pas l'oublier tout de suite en partant, pourquoi Bob plus qu'un autre chef, c'est qu'on essaie d'emmener dans nos équipes le plaisir, le fun dans la cuisine. Puis, à quoi vous pensez quand vous voyez Bob C'est ça. faire de la cuisine? C'est du fun. Exact. Fait que Exact. nous autres, puis Bob Parce que le nous autres, d'en communique. convaincre les gens, parce que c'est encore un défi, même je comprends qu'il y a plus de CV qu'avant dans les business. Ça, je sais que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est encore dur de trouver du monde dans la cuisine pour travailler, parce que c'est une job qui est tough. Il faut qu'il y ait un peu de fun là-dedans. Là. Oui, puis il faut qu'ils soient fiers de faire ce qu'ils font. Exact. Puis avec les menus qu'on a travaillé, Bob et moi, ben écoute, je pense qu'on va emmener ce fun-là dans la cuisine. Ouais. C'est arrivé comment? T'as-tu fait une liste de chefs ou tu savais tout de suite que c'était Bob? Tu le suivais déjà? Comment c'est arrivé, ça? Non, honnêtement, je vais le dire, je connaissais pas Bob. OK. Quand j'ai dit ça à MC tantôt dehors, elle m'a dit, je peux pas croire, Denis, que tu connaissais pas Bob. Là. Oui. Mais moi, ça me surprend pas. J'étais déconnecté de ça un peu. Oh, moi. oui, il y en a des fois qui sont pas. Tu sais, ma blonde connaît beaucoup plus Bob que moi. Ma blonde elle me parle de Bob. Jerry connaît Bob. Oui. Tu sais, mais moi, dans mon algorithme, j'ai pas tellement de bouffe. Tu sais, toi, peut-être que dans tes affaires. Exactement. Puis moi, je disais, c'est pas parce que tu es chef que quand tu arrives à la maison, tu checkes des recettes de bouffe. Tout à fait. Donc, ton algorithme finit par t'envoyer des affaires de course, des affaires de pick-up, des affaires de construction, mais il t'envoie pas d'affaires de bouffe. Donc, Exact. c'est fait de même. Donc, mais comment c'est arrivé d'abord? Ben, c'est notre directeur général. Lui, c'est un foodies, puis il a commencé à regarder un peu les chefs qu'il y avait dans le marché, puis il est tombé en amour avec Bob. Il nous a fait faire un dîner. On a dîné avec Bob. Puis honnêtement, c'était un bon match. Ouais. Puis c'était le fun. Puis qu'est-ce qu'il aimait ton boss? C'était-tu, il aimait justement le côté simple des créations de Bob? C'est ça qu'il aimait? Je pense que oui. Puis je pense le côté, je ne veux pas parler à sa place, là, mais le côté personnalité. Ouais. Puis je suis obligé de dire aujourd'hui, on n'aurait pas été capable d'avoir un meilleur fit que ça. Là. Ouais. Donc là, vous avez pensé à un menu qui s'appelle menu estival et plat signature Bob le chef? Oui, Là, absolument. c'est un genre de démo du menu, mais il est pas mal complet tant qu'à moi. Il est super beau déjà. Raconte-moi un peu. Ben, d'abord, tu as gardé des classiques dedans, Denis? Tout à fait. Tu as full classique dedans? Bien, on s'est inspiré beaucoup du fait que l'été, le menu homard chez nous, c'est... D'ailleurs, j'ai vu Bill là, l'autre jour. Là. On parlait un peu avec Bill. Là. Oui. Le menu homard chez nous, c'est très fort l'été. Oui. Puis il y a une partie du projet avec Bob qui s'est inspiré du homard pour, encore une fois, maximiser le produit vedette de l'été. Bob, tu as fait quoi là-dedans? Là? Qu'est-ce que tu nous proposes? Là? C'était quoi ton idée? Parce que j'imagine que celui qui a le plat qu'il y a là, c'est le tien. Oui, absolument. La poutine au mort. Poutine au mort. Qui est Parce que était un must. L'avais-tu la poutine au mort avant? Non. Non, parce qu'il n'y avait pas de poutine au mort. Donc ça, c'est la première poutine au mort de Normandin. Ah, écoute, moi j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai replongé dans mon premier amour qui est d'être chef cuisinier. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches de développement. J'ai mangé une couple de fois chez nous. Tu sais, déjà, quand Normandin m'a approché, moi, je tripais parce que je fais beaucoup de routes puis j'arrête tout le temps chez Normandin. C'est une valeur sûre. Tout le monde, tu sais, je voyage beaucoup avec mon gars. Ma blonde a payé ses études chez Normandin. Oui, c'est ça que j'avais lu. Tu sais, il y a un fit dans tout ça là, qui marchait. J'ai fait beaucoup de recherche-développement, manger chez Normandin, manger chez la compétition aussi, voir ce qui se faisait ailleurs. Puis pas m'inspirer de ça, puis justement sortir des sentiers battus, essayer de trouver des trucs. Ramener là, des classiques aussi au travail, tout ça. Fait que, tu sais, dans les classiques, ben là, il y avait le menu au mort. J'ai dit, ben là, une bonne poutine au mort, tu sais, c'est le fun de ne pas être obligé d'aller dans le Bas-Saint-Laurent pour en manger une. On pouvoir en manger une dans la vieille capitale. Il y a quelque chose de le fun dans Est-ce tout que ça. le type de restaurant familial qui est Normandin? Parce qu'il y a beaucoup de... Dans la compétition, les restaurants familiaux maintenant sont un peu plus... pas pointus, mais un peu plus spécialisés. Poulet, pizza, etc. Tandis que le menu large du Normandin, le fait que tu peux manger à peu près n'importe quoi au Normandin, est-ce que ça te donne une liberté de t'amuser dans plein paquet d'affaires? C'est certain, absolument. Puis, non, écoute, il y a quelque chose, tu sais, des fois, moi, je pense aux snobs de la restauration qui vont dire un chef qui s'associe à un restaurant de chaîne. Puis, justement, il y a de quoi de fier de s'associer à Normandin. Normandin, c'est Mais québécois. Bob, avoue que
on voit ça de plus en plus. Là. Absolument. Les grosses chaînes américaines le font de plus en plus. Ben Tout oui. le monde le fait. Oui. Et puis, ils le font. Il y a une raison de marketing, mais aussi, tu le sens dans les pas. La gang de Applebee's, quand ils ont fait un changement, ils ont pris un gars de Food Network, je me rappelle, il y a quelques années. Applebee's, il était dû. Là. Il y avait beaucoup de fritures, il y avait beaucoup de choses qui dataient un peu. Puis ça l'a fait exploser les restaurants. En tout cas, quand c'est arrivé, je ne sais pas aujourd'hui, mais ça l'a fait exploser parce que, tu sais, ça amène un peu de sang neuf puis de nouvelles affaires. Un peu d'excitement aussi, j'imagine. Oui, absolument. Mais tu sais, il faut savoir qu'on a vraiment travaillé, Denis puis moi. On s'était enfermés dans le laboratoire normandin. Puis on a travaillé pendant une dizaine de jours là-dessus. Moi, je suis arrivé avec une vingtaine d'idées. Par la suite, en groupe avec toute la gang de Normandin, on a checké qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui était le mieux. Puis après ça, on s'est amusé. On a cuisiné, Denis puis moi, puis on a fait des tests avec Jean, avec Norbert, le directeur général. Parce qu'une poutine, en réalité, c'est simple, mais il faut que ça soit bon. C'est une poutine au homard. La petite twist qui est difficile, c'est la sauce. Oui. C'est de trouver la sauce. Tu sais, il y a deux choses là-dedans. C'est trouver la bonne recette, mais aussi de la rendre simple pour la cuisine. Oui, c'est ça. Ça fait partie du Exact. défi. Là. Ouais. Le gros défi. Là, Ça, on y pense pas, là, mais Hey. c'est important. Parce que nous autres, on a 44 restaurants. Voilà. Donc, ça, 44. quand tu dis à Bob, il y a une idée, là, tu lui dis, t'as vu, Bob. Là, toi, tu es un chef qui a un restaurant, tu es habitué quand tu en avais 40-50 personnes. Moi, j'ai tel nombre de restaurants, puis il faut que ça se fasse tout pareil partout. On a vraiment l'impression que tu étais là. Oui, ben oui, mais je te connais un peu, là. La logistique. Non, non, mais c'est un défi aussi pour... Tu sais, toi, t'es-tu dans le sens que quand tu regardes ta recette, tu te dis, faut que je pense à ça. Absolument. Moi, je suis sorti du rôle de Bob le chef, puis je me suis remis dans mon rôle. J'ai 18 ans, j'étais au cégep, je travaille chez Giorgio. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Ouais. Puis aussi, c'est bien beau inventer des plats, mais je veux dire, il faut comprendre qu'il y a une ergonomie limitée dans un restaurant. On ne peut pas juste rajouter des ingrédients. Ingrédients. Puis si tu prends un ingrédient X, admettons, pour une seule recette, puis t'en vends pas de cette recette-là, ben tu le jettes aux poubelles, cet ingrédient-là. Fait que j'ai essayé de prendre des trucs qui étaient dans le menu, en amener quelques-uns de nouveaux, c'est sûr, mais tu sais, de prendre des produits déjà normandins qui étaient dans le menu, puis de les transformer en des trucs, donner ma vision de l'œil extérieur, finalement, là, au menu. Est-ce que le mac homard, c'était ta recette, Denis? C'est la sienne aussi? Oui, absolument. OK. Fait qu'on a le mac au mort, on a la poutine au mort, on a des bénédictines au mort qui sont pas dans ce menu-là, qui vont être dans le menu déjeuner. OK. On a une pizza. Ils sont identifiés dans le menu, les tiens. Oui, C'est ça. on a la pizza pasta qui est vraiment là, une pizza. C'est ma version du pizzaghetti. Fait que on a pâte à pizza avec. Wow. Ouais. C'est ta version de pizza Getty. Je la Absolument. regarde. Ouais. Parle-moi un peu. On a des pâtes Scooby-Doo qui sont Oui. des genres de macaroni avec un twist dedans. Sauce rosée, des champignons, du brocoli, puis c'est gratiné directement sur une pâte à pizza. OK. Puis là, ta sauce tomate, as-tu pris la sauce à spag qu'ils utilisent ou c'est une sauce tomate normale? C'est quoi? Une sauce rosée. Sauce rosée? C'est notre sauce rosée OK. qu'on avait déjà. Wow. OK. Elle a l'air très bonne. Merci. Elle a l'air très bonne. Donc, ils sont tous identifiés. Tu as le fou de tofu. Donc, tu as un poké bowl végé. Oui. Wow. Écoute, tu sais, quand on parle de s'adapter. Mais est-ce que les Pokéballs, c'est nouveau chez Normandin? Ça fait 2 ans. 3 ans, c'est ça. OK. Donc là, c'est des nouveaux Le Pokéball Pokéballs. homard était déjà là. Ouais. Lui, Lui était déjà là. OK. Oui. Puis je trouvais ça important. Tu sais, quand on parle de rajeunir un menu, il faut penser aux végétaliens, aux végétariens, créer un appel. Parce qu'eux autres aussi, ils vont faire du camping l'été. Ils sortent de l'île, puis ils vont souper au restaurant, puis ils vont choisir un restaurant. Tu sais, est-ce qu'on va attirer du Moi, monde? je suis pas très végé, je suis très Non. type viande, là, Ouais. mais j'avoue que pour avoir mangé, entre autres, du tofu présenté de cette manière-là, si quelqu'un te le dit pas que c'est du tofu, tu sais pas. Là. La recette qui est dans le menu, en fait, c'est une recette que je fais à mon gars de 14 ans. Là, il est moins dupe parce qu'il vieillit un peu, mais quand il avait 9-10 ans, il aime beaucoup les croquettes de poulet. Puis moi, je les faisais maison, puis je les faisais laquer, c'est-à-dire je les faisais cuire une fois. Après ça, je les trempais dans la sauce barbecue, puis je les remettais au four
qui caramélise un peu. Puis à un moment donné, je dis, ça marche avec du poulet, ça marche avec du tofu, cette affaire-là. Puis c'était une recette aussi qui fonctionnait super bien sur mon site web. Fait que j'ai dit, ben écoute, on va mettre ça dans le menu. Puis on a trouvé un super beau produit, un super beau tofu végétalien en plus. Là, fait qu'on a un produit vegan qui est très tendance, on va se le dire. L'assiette est vraiment belle. Là. Merci. Une super photo, super belle. Mais là, il faut finir avec ton Smash Bob. Attends un peu, là, Attends un peu. tu touches à une patente. Là. Mais ça, Ben là, ça, il y a une espèce de religion là-dedans. Là. Et si Non, ça, c'est toute une histoire, les Smash. Donc là, Denis, tu vas aller voir tes gars dans la cuisine, tu vas s'assurer qu'ils l'écrasent bien comme il faut. Tu me dis, la chose est tellement pesante qu'ils n'ont pas le choix à l'écraser. Ben, tu sais, dans les faits, moi, je peux pas voir les 44 restaurants, mais ce que j'ai fait, c'est une vidéo. OK. Je fais des vidéos de formation. Oui, exact. Puis dans la vidéo de formation, Bob, je sais pas si tu l'as vu, mais on met beaucoup l'emphase sur de bien écraser la viande Oui. Avec la massue. Là. Ça, c'est au début. Hein? Tu mets ta boule, bang! tout de Oui, suite. exact. Ouais. Avant qu'elle cuise, parce que Ah, tu ne c'est ça, les jus. veux pas enlever les jus. Là. Exact. Fait que c'est Exact. ça. Mais oui, ça a parti le fun, ça, de faire la vidéo. Ben oui. Pour ça, là. ben oui. T'es-tu un maniaque de Smash Burger? C'est un classique pour toi? Ben, je trouve que c'est un immanquable. Puis c'était quelque chose, justement, quand on parle là, de moderniser un peu le menu. Ben là, on a quelque chose qui est vraiment tendance. C'est très tendance, mais on n'en trouve pas dans les grandes chaînes en ce moment. On en trouve dans des places plus spécialisées, des petites cantines, Ouais. des places de même. Fait que justement, là, de sauter sur l'occasion puis de créer un classique à saveur normandin, bien sûr. On prend le confit d'oignon normandin, 2 tranches de fromage, 2 boulettes, Yes. un beau petit pain blanc au sucre, puis on est en business. Puis un cornichon. Frit. Frit. Ouais, en cornichon garniture. Ouais, OK, c'est un cornichon frit qui est au-dessus. Ouais. Ouais. Oh, wow. Hey, Denis, juste pour finir, la fameuse pizza, elle est de retour. Ben Il oui. n'y a rien qui a changé? Ben non. Non, t'as pas touché à... Ça, tu vois, tantôt, pourrez-vous faire venir des pizzas, pizzas yes, homards? Yes. boy. Ça, là, il y a eu une histoire dans les homards, puis le crabe, on s'en était parlé il y a 2-3 ans. J'ai parlé avec je me rappelle pas si on a parlé de... Je pense que c'est l'année passée qu'on a parlé des prix. Il y a c'est stabilisé, les prix, là. Hein? Tout à fait, Là, tout à fait. ça s'est calmé, là. Oui. L'année Non. passée, on a eu un bon équilibre dans le prix. Ouais, là. c'est ça. Pas C'est l'année encore cher, d'avant mais- que ça avait... Oui, Ouais, ça a comme resté cher, mais au moins, là, ça a fini de monter. tout à fait. Tout Donc, à fait. pour vous autres, c'est parce qu'à un moment donné, tu devais te poser la question, coudonc, si ça continue de monter de même, vas-tu en faire encore? Ben, c'est parce que le Lobster Roll, qui coûtait 18 la première année, on était rendu à 26 Oui, T'sais, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on voulait... T'avais pas le choix. Le prix du homard était rendu... C'est ça, un prix de fou. OK, plus de Bob le chef sur la version Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Et sur Radio Pirate Live, Yann Sénéchal s'en vient. Jeff Filion. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et également en podcast avec Frank. Yann, tu as eu un beau week-end, mon ami Yann? Ben oui. On est allé jouer de la balle à Rivière-du-Loup avec les kids. Ben oui, ça faisait frappe tellement un beau. peu sur le bord du fleuve, mais bon. Et si bon, moi j'ai joué au golf samedi matin. Et là, j'étais habillé quasiment en hiver. Je me suis dit, OK, je vais prendre un petit break de quelques semaines. On va s'attendre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus doux à quelques endroits, là, mais si on regarde la météo à long terme, c'est pas extraordinaire. Hey, je veux te faire entendre. Je veux que tu m'expliques le petit discours bizarre de. Comment il s'appelle, le premier ministre? Trudeau, comme certains diraient. Trudeau, qui nous parle. Justin Trudeau, qui nous parle de son histoire de taxer les plus riches avec le gain en capital. Et lui, il voit ça comme je déshabille les gens qui ont travaillé depuis un bon bout, puis qui se sont ramassés un petit montant ou qui ont un 6 appartements, etc. Puis je prends leur argent, puis je veux la donner aux plus jeunes. C'est un peu ce que j'ai compris, là. We made the decision to ask the wealthiest, often of older generations, whose money works for them, instead of necessarily them working as hard as these young people are for their money, for their salaries. We've raised the capital gain inclusion rate to make sure that the people who've done the best over the past years
in a society and an economy that is tilted slightly towards them actually gets retilted a bit more towards the young people we need to continue to grow our economy long into the future. Yeah, boy. Donc, il y a une madame qui est au bout de ça, là, puis elle est là, puis ouais, puis la tête saute de même, puis ouais. C'est quoi qu'il est en train de nous dire, là? Oui, il est en train de nous dire quoi, lui? Il explique quoi, lui, là? Et je sais que pour quelqu'un, mettons un jeune de gauche de 30 ans, qui vient d'aller magasiner une maison, puis qui voit qu'il n'y a pas le moyen d'avoir une maison, il entend ça, puis il ne doit pas haïr ça tant que ça. S'il y a un côté liberal, là, ça fait plaisir à sa base et à ceux qui ont probablement l'intention encore de voter pour Trudeau. Mais explique-moi ça au niveau économique, sa réflexion-là. OK, deux aspects. Première des choses, il y a 2 grands mensonges là-dedans. Le premier grand mensonge, c'est que ça va servir aux jeunes. Quand tu regardes la source des déficits passés des dernières années, est extrêmement évidente. La source, c'est l'augmentation de la fonction publique de 100 000 employés. Grosso modo, là, c'est que ça. Là. Oui. Fait que le fait d'être obligé d'aller chercher des nouvelles taxes pour éviter d'avoir des méga déficits, parce qu'on veut juste des méga déficits, on veut pas des méga déficits plus, c'est un peu ça l'idée, ben c'est principalement pour financer les nouvelles jobs qu'on a créés au gouvernement. Là. Oui, c'est pour les payroll. Puis, oublions pas que les gros déficits COVID qu'on a fait, c'est parce qu'on a donné des aides abusives à des gens payés à rien faire à la maison avec le PCU, ce que tout le monde sait. Mais ce qu'on oublie malheureusement, c'est 75% du payroll des entreprises canadiennes était financé. La plupart du temps. Moindrement que tu avais une petite baisse de bénéfices, une petite baisse de revenus, peu importe. C'était super facile à avoir, 75% financé. Hey, c'était crazy, pas à peu près, ça, quand on y pense. On finançait 75% du payroll voyons donc. de méga entreprises, là, parce qu'il n'y avait pas de limite à ça. Là. Si t'étais une entreprise avec 10 000 employés, on te finançait autant que les autres. Là. C'est incroyable. Fait qu'on a donné de l'argent aux corporations. Là, t'es là, tu te dis, ouais, t'as peu. OK, parfait. Fait que premièrement, l'argent va pas aux jeunes. OK? Oubliez ça, là. Ça, c'est pas arrivé. Ça arrivera pas. Les jeunes votent pas. Fait que pensez pas que c'est vous autres qui allez avoir l'argent. Là. Vous l'aurez pas, vous votez pas. C'est les fonctionnaires qui l'ont eu. Ben oui. Puis les grandes entreprises. Maintenant, l'autre bout, est-ce qu'on taxe vraiment les riches? Parce que là, on arrive puis on pense, dans le fond, que c'est toujours les mêmes personnes à chaque année qui déclarent un gain de capital, ce qui est complètement faux. Est-ce que la majorité du temps, Yann, pour que toi, tu es là-dedans, est-ce que quelqu'un qui déclenche un gain de capital, c'est une affaire qui est sporadique? Donc, la vente d'un chalet, oui. La vente d'un bloc appartement, peut-être aussi, perte de job, il arrive quelque chose, tu es obligé d'aller dans ton vieux gagné. C'est-tu plus des affaires de même que des schemes fiscales pour des richissimes? Non, c'est souvent lié à l'immobilier, là, quand même. Il y a des ventes de blocs, effectivement, des ventes de portes. Tu sais, mettons que tu as un parc immobilier de 30 portes que tu as réussi à te construire toute ta vie. Je veux dire, c'est ça ton fonds de retraite. Là. C'est pas le 150 000 de REER que tu as pris sous le side. Là. Ton fonds de retraite, c'est ton parc immobilier. Oui. Tu sais, tu as commencé avec une porte, 2 portes, 3 portes, puis là, tu rempruntais ces maisons pour acheter la 4e porte, puis tu sais, tu as fait ce que tu avais à faire. Là. Mais éventuellement, ça finit bien parce que tu as participé à une bulle immobilière qui est gigantesque. Fait que tu ne vendras pas tout ça d'un coup, fait que tu vas te vendre le parc immobilier au fur et à mesure pour contrôler un peu tes gains de capitaux, justement, puis éviter d'avoir des grosses factures d'impôts. Mais ça, c'est quelqu'un qui aurait 30 portes. Mais la plupart du temps, c'est du monde aussi qui n'ont pas beaucoup de portes. Là. Ils ont 4 portes, 6 portes, là. mais c'est ça, exact. Les autres vont tout vendre d'un coup. Bon, on dit, on les protège, ces gens-là, avec le 250 000. OK. Mais c'est parce que là, ça touche les petites entreprises aussi. Ouais, mais on les protège, eux autres, ils ont l'exonération de gain capital. Ouais, mais ça arrive, tu ne te qualifies pas des fois aussi pour l'exo. Là. Ouais. À un moment donné, il faut se calmer les nerfs un peu là-dessus. Puis, il y a plein d'exceptions qui font en sorte que tu t'attaques pas aux richissimes nécessairement. Puis oui, les richissimes vont être touchés. Mais je veux dire, tu as pas mal plus de chances de faire affaire avec quelqu'un qui a déjà monté ses structures corporatives aux Bahamas que d'autres choses aussi, avec les richissimes qu'on se pote tant du doigt. Là. Les petites PME, les gens qui ont bâti ce capital-là sur 25 ans, sur 30 ans, du gain de capital vont en avoir une fois dans leur vie. On dit, oh ouais, mais chaque année, là, ça touche 0,13% de la population. Peut-être, mais c'est pas le même 0,13% tous les ans. C'est quelqu'un. Tu vas avoir un gros gain de capital une fois dans ta vie, bien souvent. Là.
Et on surestime le nombre de riches. C'est ça qui est toujours drôle. Le nombre de riches, il y a des gens chez Québec solidaire qui pensent vraiment qu'il y a plein d'entreprises québécoises qui ont des échappatoires fiscaux dans des paradis fiscaux. Il y en a certainement. Il doit y avoir une vingtaine, une trentaine de Québécois avec leur fiducie ou avec leur compagnie de gestion. Ça existe, mais je veux dire, le nombre est minime. D'ailleurs, je te pose la question là-dessus. Restons là-dedans, puis on viendra avec les appartements après. Warren Buffett avait son week-end avec Berkshire Hathaway, je pense en fin de semaine. Commence à avoir un peu moins de voix, le bonhomme. Écoute, 93, là? 93. Il a dit en finissant qu'il espère être encore là l'année prochaine. Il a perdu Charlie cette année. Là. Exact. Donc, il a perdu son bras droit. Il a vendu du Apple. Il a fait fléchir l'action de Apple. Je ne sais pas si ça tenait aujourd'hui, mais ce matin, ça ouvrait avec un peu plus de par en bas. Il en possédait beaucoup. Oui, il en possédait beaucoup. Mais lui, il a dit, on sait que c'est un grand libéral, c'est un ami d'Obama, c'est quelqu'un qui est très démocrate et il s'en cache pas. Et il dit, j'ai fait un chèque là, parce que j'ai vendu, puis il dit, si les 800 plus grandes compagnies américaines faisaient comme moi un chèque d'impôt de 5 milliards, les Américains ne paieraient pas beaucoup d'impôts. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Là. Et, si on fait le calcul, ça donne 4. J'ai toujours la misère à le dire en français, c'est 4 trillions. Donc, et le budget est de 6, donc il en manquerait 2. Mais il revient toujours avec ça. Là. C'est quoi le bout? T'sais, moi, je l'aime, là. On le regarde aller, puis il nous attire tout le temps un peu. Puis il y a un côté très conservateur dans sa manière de voir les choses, etc. Mais ce côté fiscal-là, très à gauche, là, des gens hyper riches, ça vient de où, ça? Je pense qu'il y a une partie de shame là-dedans. Il y a vraiment un shame d'être aussi successful. Parce que Mark Cuban avait fait la même chose il y a 2 semaines. Je sais pas si tu avais vu le... Oui, Bill Gates. Bill Gates, je veux dire. Puis je pense qu'un peu Bezos, c'est un peu là-dedans, un peu plus flyé, je pense, par contre. Mais l'affaire, en fait, le seul qu'on voit qui ne nous fait pas d'affaires de même à date, c'est Musk. Mais les autres en ont tous un peu fait. Ils veulent être acceptés, ces gens. C'est des humains, là. Oui. Ça reste des êtres humains. Ils veulent pas être rejetés. Je suis pas sûr que les Warren Buffett, les Bill Gates de ce monde veulent être méprisés comme Musk peut l'être avec plusieurs journalistes, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils ont le goût de ça. C'est beaucoup ça. Je pense qu'ils ont besoin d'être un peu dans la gang. Malgré même le bonhomme, je veux dire, Buffett, je veux dire, il a toujours été à contresens. Je veux dire, une business de finance basée à Omaha et non pas à New York, ça fait pas de sens. Non. Le gars n'a jamais été dans la même direction que les autres. T'sais, il a tout le temps été à contresens. Mais au niveau politique, il n'est pas capable d'être à contresens. Des actions à des prix inatteignables. Ah oui, exactement. Puis Buffett, par contre, au niveau politique, n'a jamais été capable d'être à contresens. Au niveau financier, c'est la définition même de l'homme à contresens. Mais au niveau politique, il veut suivre le troupeau de poissons. Je pense qu'il y avait un shame de son côté. Puis, tu sais, mettons-nous un peu à sa place, là. Je pense que j'en ai déjà parlé. La journée qu'une personne a 4-5 millions là, à peu près là, de valeur nette, là, tout le monde est capable de vivre une vie plus que décente pour le reste de ses jours avec ça. Là. Quand on arrive avec des montants d'argent en haut de ça, c'est pas, tu continues à travailler, mais c'est pas de l'argent que tu vas dépenser toi-même. C'est une des raisons pourquoi Warren Buffett vaut aussi cher, c'est qu'il a commencé à accumuler de l'argent vraiment jeune. Quand tu lis sa biographie, ça part à 12-13 ans à peu près, son affaire. À 18 ans, il était plus riche que du monde aujourd'hui. C'est assez spectaculaire. Là. Puis, éventuellement, il a eu beaucoup de succès, mais il a aussi continué à travailler après 65 ans, contrairement à bien du monde. C'est pas pour rien qu'il est méga riche comme ça. Là. C'est que l'effet de l'intérêt composé, il l'a tout le temps eu depuis très, 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 très longtemps. Puis, il y a eu certains avantages. Il a été dans une époque aussi où l'informatique n'était pas là, où tout ça, les skills d'un investisseur jouaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Oui. Fait que tu es vraiment dans une tempête parfaite qui a fait que c'est l'investisseur le plus prolifique au monde. Mais on dirait qu'il n'est pas capable de l'assumer jusqu'au bout. Tu as eu du succès, puis moi, le bout de caritatif, je suis 100% d'accord, je trouve que ça vaut la... Moi, je comprends pas son intérêt à vouloir donner son argent au gouvernement plutôt qu'à des bonnes œuvres. Bon, regarde, je sais pas si on en a parlé, je pense pas qu'on en a parlé toi puis moi, mais j'ai fait ce genre de questions-là sur mon compte X, j'ai posé... Parce que Mark Cuban, quand il a vendu les Mavericks, il a vendu une partie des Mavericks, donc il a été payé tout de suite cette année, et il a payé, je pense, 268 millions de dollars en impôts. Puis,
il y a le Trump Derangement Syndrome. Là. Donc, c'était pour piquer Trump qui faisait ça. Il en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Il est encore là-dessus sur le même sujet 3 semaines plus tard. Il est encore sur le même... ça. C'est comme un moyen de se détacher de Trump. Trump, il dit, il veut pas payer d'impôts. Moi, ça me fait plaisir de payer des impôts. Puis là, ben, à peu près tout le monde dit, ben non, mais Marc, t'es mêlé. Là. Les autres, tu donnes ton argent. Nous autres, là, en tant que citoyens, on veut que tu gardes ton argent parce qu'on pense que ça va nous rapporter plus à nous comme société si tu gères, toi, qu'envoyer un chèque là-bas où ça va être envoyé probablement en Ukraine. Et j'ai posé la question aux pirates, puis à tous ceux, même les haters à travers. Si, mettons, vous avez un chèque de 1 milliard d'impôts à faire, est-ce que vous seriez... C'est quoi pour vous, là? Qu'est-ce que vous pensez pour vous qui va être le meilleur pour la société? Que le milliard reste dans les mains de la personne qui le doit ou que le milliard arrive dans le compte de banque assez flayé du gouvernement? Et bon, à la fin, là, à la fin, tu as vu qu'il y a eu un genre de petit réseau qui a monté, là, mais c'est 92,8 que ça a donné. 92% des gens dans notre clientèle pensent que l'argent est mieux dans les mains des gens qui savent quoi faire avec que dans les poches du gouvernement. Warren Buffett, il sait pas ça, lui. Non, mais c'est ça qui est tannant avec Warren, mais Warren, c'est un spécial aussi. Là. Mais je pense que la population générale, ce qu'ils veulent pas, c'est que ce soit hérité par des fils de riches. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que tu montes un pactole de 10 milliards de dollars. Mettons-nous dans des proportions canadiennes, 10 milliards de dollars canadiens pour un Canadien, tu serais le Warren Buffett du Canada avec ça, pas mal. Tu as monté ton pactole de 10 milliards. Si tu arrives et tu en fais hériter ton enfant qui s'appelle Justin, par exemple. Ouais. Ben, je pense que les Canadiens ne veulent pas ça. T'sais, ils disent, ouais, c'est parce que là, ça va être dépensé en frivolité. Ça ne restera pas. On va créer des affaires un peu louches. Puis ça va être... C'est pas le fun. On n'a pas l'impression que ça survit vraiment. Ça reste pas dans les entreprises qui ont été créées. Ça maintient pas les emplois. C'est un peu de la merde. Par contre, si c'est donné à des œuvres caritatives, il y a où le problème? C'est de la philanthropie. Tu vas aider le monde pour vrai dans des affaires. Puis même à ça, même quand ils font ça, ils vont avoir de la mauvaise presse. Regarde, faut trouver les bonnes. Parce ben, que là, t'as vu en fin de semaine les chiffres de Centraide? Ouais, mais puis regarde ce qui arrive à Bill Gates aussi. La fondation Melinda Gates puis Bill Gates, elle se fait ramasser au fil du temps. On voit plusieurs théories louches par rapport à ça. C'est jamais une position qui est agréable. Mais ça, l'affaire, moi, je pense que tu en fais bénéficier beaucoup plus la société à la base si ça reste investi dans des business. Tant et aussi longtemps que tu es capable de bien faire rouler tes business. Si ça part aux héritiers, il faut qu'il y ait eu une culture entrepreneuriale de transmettre ces héritiers-là pour que la société continue à en bénéficier. On a toutes sortes d'histoires de grandes fortunes familiales qui ont été détruites par l'opulence. Les Rockefeller, des affaires de même. Mais on n'a pas... On oublie des affaires, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi se servir de la philanthropie pour arriver à nos fins. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, moi, là, je vois pas l'intérêt de le donner au gouvernement. Ça finit pas dans les poches des pauvres, ça finit dans les poches des fonctionnaires. Mais tu sais, pour un gars jeune comme Mark Cuban, je sais que c'est un fucking liberal, mais... À son âge, il est mieux de l'avoir dans ses mains. Ben, c'est sûr, tu sais, mais parce que moi, je l'écoute à Shark Tank. C'est pas mon préféré, là. Je dis, moi, je suis plus un Kevin O'Leary, c'est plus mon style, mais, tu sais, je le regarde, c'est pas un cave. Je sais que ce gars-là est capable de prendre cet argent-là puis de la fructifier avec un paquet de projets qui vont partir. Ils vont peut-être en avoir un ou deux qui vont flopper, mais une coupe. Je le sais, moi, même si le gars est un fucking liberal. Mais lui, il est comme content de donner ça, alors qu'on sait où ça va finir. Ça va finir dans un compte douteux relié au président de l'Ukraine qui, finalement, pas assez d'argent pour acheter des fusils à ces gars qui envoient à la guerre. Oh, des fonctionnaires. C'est ça, des patentes de fonctionnaires demain. Pourtant, c'est des gens riches. C'est le bout que j'ai de la misère à suivre. Partie numéro 2 avec Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Un petit break, puis Yann est encore de l'autre bord. OK? Sur Radio Pirate Live. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. OK. Partie numéro 2 avec Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live.
je te ramène au logement. Je te ramène au logement. Parce que tu as vu en fin de semaine, là, bon, là, très drôle de voir, j'en parlais tantôt sur Radio Pirate, très drôle de voir les gens qui sont dans toutes leurs réflexions, dans tout ce qu'ils défendent comme idée, c'est des règles de ci, on ne fera pas ça, on va installer une taxe de là, on va demander ci. Puis là, regarde les conséquences de ça après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de une règle par-dessus une règle, puis une taxe par-dessus une taxe, etc. Et là, ça finit que, il faut faire des reportages des gens qui couchent dans le char. OK, bon, ben ça, c'est un peu bizarre. Et là, après ça, on va aller voir les propriétaires d'appartements. Puis là, on va leur demander comment ça va avec les appartements. Ben là, les appartements, ils disent, ben là, regarde, moi j'ai un bloc là, avec 10 loués, puis j'en ai 2 qui ne me payent pas. Puis quand c'est tout loué, avec tous mes coûts, avec mon financement, ben si tout le monde me paye, il me reste 1000$ par mois sur ce bloc-là. Mais là, en ce moment, je perds 500 par mois. Parce que là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, puis ça continue, ça va être pas 500, c'est 2000 que je vais perdre par mois. Fait que là, tu as quelqu'un dans une tente, puis tu as quelqu'un qui est dans l'appart, mais la personne dans l'appart, elle paye pas. Exact. Puis là, tu lis les commentaires sur Facebook ou sur X, et à 90% des Québécois qui répondent, disent « T'as juste à baisser le prix de tes appartements, ils vont te payer. » Il vient de dire qu'il n'arrive pas. Ouais, mais ce bout-là, ils ne comprennent pas. Oh non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais en fait, Vincent Gelozo dit toujours une phrase, puis c'est pas lui qui l'a inventé, là, il dit « T'as 2 façons de détruire une ville. Une attaque, une guerre, puis l'autre façon vraiment efficace pour détruire une ville, c'est le contrôle des loyers, le contrôle des prix. Ça scrape tout. Puis c'est ça qu'on a fait au Québec. On a choisi cette voie-là. Ouais. Tu sais, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Tu sais, même Poilievre, présentement, son discours pogne, tu sais, ça marche, il est haut dans les sondages, il dit « Ah, ça change rien. On va s'assurer qu'on est capable de baisser le prix des maisons, ainsi de suite. » Moi, j'ai un doute quand même sur une partie de la véracité de est-ce qu'il va le faire pour vrai. Il ne fera pas. Est-ce que les Canadiens veulent vraiment que le prix de leur maison baisse? Non. That's it. Ben oui. Celui qui vient de s'acheter une maison il y a 2 ans, là, il veut pas qu'elle baisse. Il veut pas qu'elle baisse. Oui, il n'est pas bien. Puis celui qui l'a payé il y a 30 ans, qui dit « Hey, ça va être mon fonds de pension pour pouvoir la vendre tantôt pour faire aller chercher un petit logement plus bas. » Il ne veut pas qu'elle baisse non plus. Il ne veut pas qu'elle baisse non plus. Il n'y a personne qui veut que ça baisse. Puis en plus, personne ne veut parler des vraies affaires. Là. Si on veut que ça baisse, ça va prendre des méchants débats. Là. On sait ce que ça prend. Ça prend une pause sur l'immigration pendant 2-3 ans. Là. Oui, aussi. Mais avant ça, c'est en fait la raison pourquoi que l'immigration vient fucker le chien, c'est qu'à la base, tu sais, normalement, l'immigration a un effet nul, dans le sens que tu ajoutes des travailleurs en même temps que tu ajoutes des besoins de logement, par exemple. Seule affaire, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que le besoin de logement, il ne change pas l'offre. L'offre de logement au Canada, elle ne change pas. On n'est pas capable de construire. Moi, je comprends pas. On construit rien. Je passe... Il y en a qui pensent que je passe 6 mois puis que je viens rechercher mon assurance maladie. Malheureusement, j'ai passé juste 4 mois. Donc, j'ai 2 mois de libre. Mais en 4 mois, je regarde pas mal le marché, je m'intéresse à ça. Ils rentrent, tu sais, moi, dans le comté où je suis, là, dans le comté, en fait, la ville, puis l'autre ville d'à côté, puis il y en a un autre aussi à côté, là, ils rentrent un stade de football par année dans la ville. Hey, on n'est pas là ici, là. Okay. Ici, on va en jaser pendant 12 ans, puis on va peut-être le faire après la 13e année. Donc, excuse-moi, là. Oui, je suis obligé de te dire que les prix ont monté, le prix des logements ont monté, c'est sûr, il y a une pression. Là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Sauf que ça bâtit en joie le vert. Et c'est que je vois pas ça, là. Tu sais, je vois la madame qui fait un film de Barbie avec son côte rose, son chapeau rose, puis ses bottes roses. OK? Puis là, faut bâtir. Oui, là, faut bâtir là. OK. On fait ça comment, là? Ben écoute, tu avais une recherche de l'IEDM qui disait que, je pense, depuis 2017, il y avait 26 000 unités à Montréal qui ne s'étaient pas bâties à cause des demandes de permis refusées par la Ville de Montréal. Voilà. Hey, Blue Bonnet, ça fait-tu des années que ça tourne en rond, cette affaire-là? Des années. C'est jamais correct. Ah, la hauteur est pas bonne. Ah, c'est pas assez si. Hop, là, on change d'idée. On change de directeur général. Ah, ben là, finalement, on veut plus densifier. Ouais, mais là, on t'avait présenté ça il y a 2 ans et demi. Tu nous dis que c'était trop haut. C'est de la folie. C'est les 12 travaux d'Astérix. Carrément. Puis ça, c'est le gros problème. L'autre gros problème, c'est notre milieu de la construction hyper syndicalisé, hyper normé, hyper réglementé. Avec les 26 ou, je pense, 30 corps de métier, c'est rendu un peu débile.
Tu sais, ça marche pas, ça, là. Ça marche pas. Ben, des HLM à 400 000 la porte, ça passe pas, là. Une maison de 1000 pieds carrés, un bungalow de 1000 pieds carrés, rendu à 450 000, avec le terrain, puis la pelouse n'est pas posée, puis tu as un peu de 0,3 dans le cours. Qui peut se payer ça, là? Non, c'est ça. Il y a plein d'affaires sur tous les fronts qui ne fonctionnent plus. Ça nous pète Est-ce dans que la je peux en face. rajouter une patente? Vas-y donc. Les affaires green. Ben oui. Les affaires green. Tu sais, as des lois municipales, tu as des règlements municipaux, tu as le coût de la construction, mais tu as les patentes green. On l'a vécu ici à Québec. On a un terrain immense en plein cœur de la ville. Puis ça, on pourra faire des quartiers résidentiels là-dedans. On pourra faire des jumelés. situés. Très bien situés, à côté de l'autoroute. Oui, ça va amener du monde. En réalité... Élargis Beau-Royal, puis fais-le comme du monde. Tu n'as plus de problème. Élargis Beau-Royal, tu n'as plus aucun problème. Moi, je reste là. Je reste à côté. Là. Puis là, on fait quoi avec ça? Là? On fait rien. Ils ont un projet de faire un genre de potager... communautaire. Communautaire? Ben oui. Après ça, ça chiale qu'il n'y a pas d'appartement et il n'y a pas de maison. Le terrain, là, c'est à peu près le 3/4 de Central Park. En grandeur. Yann, est-ce que les Québécois sont conscients de leurs contradictions? Voilà, c'est une contradiction pure. Non, ils ne sont pas conscients. Ben, comment tu veux qu'ils soient conscients? Dans les médias, il n'y a personne qui a ce discours-là. Écoute, quand on parle de choses comme ça, on passe pour des hérétiques. Puis encore là, si on a l'occasion d'en parler dans les médias traditionnels, c'est beau. On n'a jamais l'occasion d'en parler. Ils sont pognés avec Gérald Filion pour se faire dire quoi penser en économie. Ah ouais, puis ils ont les tourneaux, le gars de la CSN. C'était peur d'entendre lui. Ah, il dit non, il dit les Québécois, il dit ils payent pas trop de taxes. Tu sais, le seul gars qui a une crédibilité économique présentement au Québec, c'est Lub Godbout. Lui, sa job, c'est de nous faire rentrer des taxes dans le derrière. Oui. Je suis même plus capable d'appeler Luc. On me dit que avant, il n'était pas de même. Non, mais là, c'est assez, là. Ce qui arrive, pourquoi ils deviennent de même, c'est qu'ils se font appeler. Et que s'ils tiennent le discours, ils se font rappeler. C'est ça. Ils passent à la TV. Et là, il y a un ministre qui l'appelle pour travailler sur une affaire. C'est ça. Donc, c'est OK. Il y a des mots magiques et des pensées magiques pour avoir le coup de téléphone. Exactement. Des buzzwords. Des buzzwords. C'est carrément ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, mais il faut que les Québécois s'en rendent compte. Puis, on ne lui donne pas les outils pour s'en rendre compte. Il en reste un. Il en reste rien qu'un. Il n'est pas arrivé encore. Mais un jour, il va arriver. OK. C'est la crise économique. Ouais, mais là, va-tu c'est arriver? ça. Faut tout le temps qu'on se crisse la main sur le feu, c'est pour apprendre. Ouais. C'est tout le temps la même histoire. Moi, j'étais Tout le découragé. temps, Je lisais les commentaires en fin de semaine. Je disais à ma blonde, je dis, Criff, on dirait des fois que toutes ces années-là à l'école, à quoi ça sert pour des affaires de base de même? Tu sais, si là, parce qu'à leurs yeux, là, les propriétaires de loyers font tout de l'argent comme de l'eau. Puis, mais OK, mais pourquoi ne pas tous des loyers si c'est si facile? Ben, c'est ça. Puis je vais dire pire que ça. J'en ai de l'argent de l'os dans mes poches. Pourquoi j'ai pas le goût d'investir en immobilier? Pour 1001 raisons. Non, mais trouvez-vous ça normal? J'ai accès au capital facilement. Je l'ai fait, moi, Yann. J'ai été propriétaire dans ça? 2 plans. À mourir. Plus jamais. Plus jamais, ciboire. Je l'ai fait au Québec puis je l'ai fait aux États. Hey, t'es obligé de m'asseoir avec un pasteur pour y faire les poches. Parce que là, il me devait 4 mois de loyer. Mais oui, mais ma communauté, ils vont tous m'aider, puis etc., etc. Il est parti dans la nuit aussi. Le pasteur. Pasteur? Ben oui. Parti dans la nuit. D'aller m'asseoir. Je dis à ma blonde, je dis, elle peut pas y envoyer en police tout de suite. Faut que j'aille m'asseoir avec. C'est un pasteur. Il gère une communauté et une église. Ben, allez m'asseoir avec. J'allais m'asseoir. J'allais m'asseoir dans la cuisine de ma propre maison pendant 1 heure. Puis oui, mais Jeff, je vais te donner ça. Puis là, ma communauté, puis j'ai dû aider telle famille. Puis là, ils vont m'aider. Puis je vais tout revoir, moi, tout te payer, sacrément. Il est parti dans la nuit. Un pasteur. Pense à ça une seconde. Plus jamais. Regarde, puis comme tu dis, plein de gens ont de l'argent pour faire ça. Mais ils ne mettent pas leur argent là, sont à la bourse, sont dans les bitcoins, sont dans l'or, ils investissent dans une petite entreprise. Le monde ne veut plus aller là. Paquet de troubles.
Ah, puis juste, j'ai déjà essayé d'en faire des projets commerciaux, puis quand j'avais reçu les soumissions, j'ai fait « My God, vous êtes des malades. » Non, ça a fini là. J'ai dit, écoute, je ne mettrais pas de l'argent là-dedans à ce prix-là. Je dis, je suis pas capable de rentabiliser mes cochonneries. Ben, c'est lui le cœur du problème. Il y a un problème en ce moment de règles, puis de greenitude, puis comme tu dis, Jerry, il y a tout ça, là. Mais l'autre problème, c'est le coût de construction. Oui. Ça se réglera jamais. Ça peut pas se régler, ça. Ça a augmenté. Tu sais, moi, je l'ai vu sur un projet initial, ça a été 35 de plus en l'espace de 19 mois. Mais quelqu'un recule de quelques mois en arrière, des gens qui sont dans l'industrie, ils me disent « Jeff, ça, c'est pas pire. » Mais si tu avais budgété quelques mois avant, ton projet, c'était 50 Donc, entre la fin de 2020 et début 2021 et 2024, un projet de 100 000, il est rendu à 150 000 et plus. Hey, je vois le vert. Là, on parle de... Je ne suis même pas dans le commercial. Là. Juste résidentiel. OK? Est-ce que la COVID a réglé... Une fois réglé, là, est-ce que la... Non, il n'y a pas de baisse de prix nulle part. Les prix sont les mêmes. Il n'y a peut-être plus d'augmentation. Là, il n'y a pas le choix, pas de job. Mais ça ne reviendra pas jamais. Mais tu sais, je veux dire, on passe proche des fois de chantier d'un bord et de l'autre dans nos vies. Là. Crème, on voit tous les travailleurs en train de texter. Là. Mm-hmm. Allez pas penser que ça n'a pas eu un impact, ça, là. Moi, je me rappellerai toujours de la discussion que j'ai eue. Là, écoute, ça doit faire quasiment 10 ans, cette affaire-là. Un gars qui vient rénover ma cuisine, il me fait un prix. Il l'a fait, il a pris le contrat, puis tout. Puis quand il venait, je jasais avec. J'ai dit, sérieux, là? J'ai dit, c'est cher en calvasse, là, pour une fucking cuisine. Hey, il y a 10 ans, imagine-toi le prix que j'aurais aujourd'hui, ce serait le double. Le double. Il dit, Yann, il dit à la base, là, il dit, j'ai pas le choix. Il dit, si je viens la faire, la cuisine, je sais que c'est moi qui vais la faire à 100%, là. C'est une job de 900 heures, mettons. Mais il dit, comme que je peux pas tout faire les jobs moi-même, il dit, il faut que j'engage du monde. Mais il dit, quand j'ai des jobs que j'engage du monde, c'est 1200. C'est 1200 heures, une job de même. Ben là, c'est quoi le rapport du 300 heures? Ben, le 300 heures, c'est le vol de temps, c'ti. Oui. Fait voler du temps à tour de bras, là. Ben, j'ai un de mes chums qui avait une compagnie de construction avec 4 employés, puis il me dit, mon plus gros défi, c'est ça. Il dit, ils sont tout le temps en train de parler de soirée de la veille. Il dit, je suis rendu que tu peux pas partir du chantier. Je sais que... Ils vont perdre le temps. Ils vont perdre le temps. Ça. Ils vont être 30-40 moins productifs pendant que je suis pas là. Il dit, mange mon profit. Si j'ai un contrat signé, tout, ils vont manger mon profit. Puis ça, c'est caractéristique. C'est pas... Elle n'est pas à partir en peur. Ah, la génération d'aujourd'hui. Puis tout ça. Non, c'est caractéristique d'une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Pendant trop de temps, les employés avaient le gros bout du bâton. Fait que ça fait ça. Puis faites-vous-en pas, les gars dans la construction qui sont pas de même, là, eux autres, ça les écœure encore plus. Ben oui. Eux autres, ça les écœure. C'est parce qu'à un moment donné, quand ça va virer de bord, il y en a qui vont perdre leur job, il y en a qui ne perdront pas. Ben, ceux-là qui vont perdre leur job, on sait c'est quel. Oh oui. Si t'as battu un record à Candy Crush, il y a des chances de perdre ta job. C'est sûr que oui. Mais, moi, je dire de quoi, par exemple? Tu sais, quand on regarde, pas rien que le prix du pont, là, mais puis, tu sais, je veux dire, on va bâtir, puis là, ben, il n'y a pas personne qui bâtit. Tu me dis qu'un loyer à prix modique, c'est 400 000 de la porte. J'ai dit, voyons, comme collectivité, mais qu'on ait bâti 1000, ça va finir là, là. Ben, puis le pire dans tout ça, c'est quand tu dis ça à quelqu'un, là, un loyer à prix modique, 400 000 de la porte, puis mettons, tu es capable de charger 800 $ par mois pour ça. Y a-tu quelqu'un qui va le faire, le crise de fichier Excel, voir si c'est rentable? Ben oui. Si dans votre fichier Excel, là, ça vous donne un rendement de merde, là, parce que présentement, avec un compte de placement garanti, vous êtes capable de faire du 5 %. Là. C'est ça. Si tu arrives en bas de 5 % pour un loyer, là, ben, le gars, il fera pas. Ben là, je vais acheter le CPG qui n'a aucun risque. Mais ce bout-là, c'est ça le bout que le monde dans Facebook, puis même sur X, puis le monde comprennent zéro ça. Je sais. Ouais, Ils font pas le fichier Excel, ça ne pas comment le faire. C'est où qu'on a manqué? Je comprends les médias, mais à l'école, là, au lieu de faire des genres de journées où les petits gars vont devenir des petites filles, puis les petites filles s'habillent en gars. C'est bizarre, cette histoire-là, hein? Tabarnache. Bravo aux parents. Mais ça n'a pas passé. Bravo aux parents. Tu sais, mettons, là, si on commençait... Moi, c'est drôle, hein? Ces sujets-là, on pense que les jeunes, ça les intéresse pas. Quand c'est bien vendu, ils aiment ça, entendre parler de ça. Ben oui. Moi, je pense. Là. On le souhaite. On le souhaite, hein? Thank you, man. En tout cas. Ben oui, regarde. Ils vont une fois mourir. C'est pas compliqué. On nous fait mourir.
Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin de lui. Ou encore, vous l'écoutez en podcast avec Frank. Puis on s'en parle la semaine prochaine. See you, my friend. Radio Pirate. Radio Pirate.